Bonjour à tous. Bonjour. Avant de bien démarrer, est-ce que quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat pour savoir si vous me voyez, si vous m'entendez bien? Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour Cynthia. Bonjour Morgane. Bonjour Karine. parfait. Du coup, merci beaucoup à vous d'être présent pour ce webinaire. Rapidement, moi, c'est Tiffany, vous me connaissez pour la plupart, je suis la responsable marketing de Cherrypick. Donc Cherrypick, on met en relation les freelances et les entreprises. Notre but, c'est de vous trouver des missions qui vous correspondent, mais c'est aussi de vous accompagner sur votre vie d'indépendant. C'est pour ça qu'on fait assez régulièrement des webinaires et qu'aujourd'hui, on a invité Pierre Amelou pour vous aider à fixer votre TJM, découvrir les différentes méthodes qui existent et tous les éléments à prendre en compte pour bien fixer vos tarifs. Donc, je vais laisser Pierre se présenter, vous expliquer ces différents conseils et différentes méthodes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On pourra peut-être en poser certaines sur le moment, mais sinon, on fera surtout un temps à la fin, questions-réponses, où vous pourrez décrire un peu plus votre cas précis et on pourra passer un peu plus de temps pour vous répondre au mieux. Voilà, je vais laisser Pierre se présenter et vous présenter tous ses conseils. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette session. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler argent, flouze, business. Et l'idée, c'est pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, faites-vous plaisir, le chat est ouvert. Idéalement, moi, je préfère que vous me coupiez au fur et à mesure si vous avez des questions. Et puis, vous verrez, on est ensemble grand max 1 heure et demie, mais il y a une quinzaine de slides. Donc, on aura largement le temps d'échanger tous ensemble. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée déjà pour commencer? Alors moi, je vous invite à garder votre chat ouvert parce qu'en fait, on va essayer de faire quelque chose d'assez interactif. Habituellement, j'aime bien le faire avec des vrais participants en face de moi. Là, j'ai un chat, donc ça va bien se passer. Alors la thématique d'aujourd'hui, alors merci Cynthia, ça s'est bien passé, grosse journée, et je suis très content de la terminer avec vous sur un sujet qui me tient à cœur, qui est comment on définit ses prix et comment on vit de son activité, puisque c'est un peu l'objectif. En quelques mots, moi je m'appelle Pierre Amelot, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai fait plein de choses. J'ai monté 6 entreprises, j'ai bossé beaucoup dans le monde du conseil, agence web. J'ai bossé pour un éditeur de logiciels où j'étais directeur technique. Et aujourd'hui, je suis à nouveau indépendant depuis 3 ans. Et le sujet de la définition de ces prix, c'est un sujet qui me tient fortement à cœur parce que j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs et d'indépendants régulièrement. Et c'est souvent un point qui est un point d'angoisse. Donc aujourd'hui, on va parler argent. Alors le premier sujet, c'est de vous donner globalement un petit sommaire. On va se poser la question suivante aujourd'hui. Comment calculer le prix de facturation d'une heure de prestation pour un développeur, rédacteur, consultant, chef de projet? Mesdames, vous êtes aussi les bienvenus pour une développeuse, une rédactrice, une consultante, une chef de projet. Et bien sûr, tous les métiers qu'on peut imaginer autour. Comment on peut faire pour définir qu'est-ce qu'on doit facturer? On va regarder comment on peut faire pour devenir incomparable, quelques règles et méthodologies. On va prendre un cas fictif d'un indépendant qui s'appelle Paul. On va parler de l'approche par le calcul de la valeur ajoutée, puis on va faire quelques retours d'expérience, puis on finira avec qu'est-ce qu'un bon prix de vente. Alors vous allez voir, il n'y a pas énormément de slides. Les slides, vous y avez accès et si vous voulez, on vous les enverra, tout comme le replay de la vidéo. L'idée, c'est que vous soyez en capacité de vous poser des questions. Et donc, je vais vous poser des questions pour que vous puissiez avancer dans votre réflexion. Et là, on commence. La première chose, c'est devenez incomparable. Imaginez que vous me dites que vous êtes développeur Java. C'est cool, mais les développeurs Java, il y en a des dizaines de milliers sur le marché. Et encore, si je ne vous parle pas que du marché français et qu'on parle aussi du marché mondial, on trouvera toujours quelqu'un de plus compétent que vous et de moins cher. Par contre, si vous me dites, je suis développeur Java, mais j'ai 10 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, et moi je vous accompagne dans la maîtrise de votre système d'information avec Java Spring, eh bien, vous devenez incomparable. C'est votre pitch. En fait, dans le premier cas, vous êtes comparable. Je peux vous donner un autre exemple. Vous me dites que vous êtes graphiste web. Cool. Vous faites des logos. Cool. Mais moi, je peux vous trouver un logo à 30 euros sur une plateforme, peut-être même à 5 euros. C'est quoi la différence avec votre pitch et votre accompagnement? Et l'idée, c'est que vous deveniez unique. Donc, le premier secret de bien définir son prix de vente, c'est de travailler son pitch. Parce que si je fais un choix et que j'ai l'impression de pouvoir vous comparer avec 1000 autres personnes, eh bien, je vais aller chercher un prix. Alors que si vous êtes incomparable,
c'est compliqué d'aller chercher un prix. Imaginez que vous ayez besoin de ce développeur Java qui est dans l'industrie pharma et qui vous aide. Eh bien, ça va toujours être plus compliqué d'aller trouver un autre développeur Java et de se dire, je remplace A par B. Alors Thomas qui dit, est-ce que c'est plus vendeur de se positionner sur un seul domaine que d'être polyvalent? Alors la bonne réponse, comme beaucoup de questions, ça va être ça dépend. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de savoir si tu te positionnes sur un seul domaine d'activité ou si tu réponds à un besoin. C'est-à-dire que si tu es capable de répondre à un besoin qui a du sens et que tu fais plusieurs métiers différents pour répondre à ce même besoin, tu peux te positionner sur plusieurs domaines et tu peux être polyvalent. En fait, le problème, c'est pas la multiplicité des métiers, mais c'est bien la multiplicité des besoins. Dire que si je sais pas, Thomas, ce que tu fais et que j'ai l'impression que tu fais énormément de choses, je sais pas pourquoi je t'appelle. Sauf, et dans un cas un peu particulier, si tu es un ultra généraliste. Si tu es capable d'intervenir sur des pans entiers du monde de l'entreprise et que tu es très généraliste sur ton sujet, tu peux être polyvalent. Mais l'entre-deux, de maîtriser 3 ou 4, par exemple, moi, un développeur qui me dirait, moi, je maîtrise du PHP, du Java, du Node, je fais aussi du Ruby, en fait, cool. Mais en fait, il vaudrait mieux qu'ils me disent, moi, mon métier, c'est t'aider à créer des solutions sur mesure pour répondre à des enjeux de gestion d'entreprise. C'est beaucoup plus clair que de me faire une litanie de technologies. Voilà. Je ne sais pas, Thomas, si j'ai répondu à tes questions. Si jamais, n'hésite pas à en remettre une dans le chat. Alors, le premier conseil et la première chose que moi, je vous invite à mettre en œuvre tout de suite, c'est votre pitch. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Voilà. Donc, moi, je fais ça pour répondre à tel besoin. Ou je m'adresse à tel type de clientèle qui a tel besoin et je lui réponds comme ça. Ensuite, on va poser quelques règles pour définir un budget. Alors, la première chose, c'est qu'un mois, en moyenne, il compte 21 jours ouvrés. Encore une fois, je vais réfléchir aujourd'hui avec vous sur le salaire que vous voulez avoir. Donc, c'est le troisième point, c'est la troisième règle. C'est le salaire que vous voulez avoir. Et globalement, on va se poser la question en face de ce salaire, combien on va devoir facturer? Et donc, on va savoir quel est notre TJM à la fin. Notre TJM, notre taux journalier moyen. Moi, je pars du principe que, en fait, vous allez travailler sur une période de 12 mois et sur cette période de 12 mois, vous allez pouvoir faire du chiffre d'affaires, prendre des vacances, que potentiellement vous serez malade, que potentiellement, si vous avez des enfants, ils seront malades aussi. Et donc, tout ça, on va le prendre en compte de manière globale. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, quand je croise un freelance qui se lance et qui me dit Pierre, moi, je prévois de facturer 21 jours par mois parce qu'il y a 21 jours ouvrés, je lui dis non, tu vas travailler sur moi 21 jours par mois, mais tu ne vas pas facturer 21 jours par mois. En fait, de mon point de vue, sauf 2 exceptions, il est très compliqué de facturer plus de 10 jours par mois. Alors, comment il faut l'entendre? Il est très compliqué de facturer plus de 10 jours par mois en moyenne sur 12 mois. Allez, on fait la réflexion ensemble. 12 mois. Je pars du principe que vous prenez autant de vacances qu'un salarié. 5 semaines. Vous allez prendre les 4 semaines du mois d'août et la première du mois de septembre, pour faire simple. Donc, au mois d'août, les 10 jours que vous ne facturez pas en moyenne, il faut bien les rajouter sur les 11 autres mois. Donc, on va faire simple, ça veut dire que ça fait déjà 11 jours facturés par mois. Dit autrement, de vos 21 jours ouvrés, il vous en reste 18 tous les mois en moyenne, si vous prenez 5 semaines de vacances. Moi, je vais partir du principe que vous allez être malade 4 à 5 jours par an. Donc, en incapacité de facturer 4 à 5 jours par an. Que si vous avez des enfants, ils vont être malades 4 à 5 jours par an. Je peux vous dire que pour avoir pas mal de parents autour de moi, c'est un strict minimum. Donc, c'est des jours où, en fait, vous allez pouvoir, pas facturer. Vous allez devoir vous arrêter pour vous occuper de vos enfants. Et ces jours-là, comme vous n'êtes pas salarié, vous ne vous payez pas de salaire, ou en tout cas, si vous payez un salaire, vous ne facturez pas. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Là, la deuxième question que je vais vous poser, c'est de dire quel est le salaire que vous voulez vous verser. Et je ne peux pas répondre pour vous. De combien avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin de 1 000 euros par mois? Est-ce que vous avez besoin de 2 000 euros par mois? Est-ce que vous avez besoin de 5 000 euros par mois? Et je parle bien en euros nets. C'est-à-dire, qu'est-ce que, à la fin du mois, votre entreprise qui vous appartient doit vous verser pour pouvoir vivre? Et on est dans un cas où je mets de côté la micro-entreprise et l'auto-entreprise. Alors, je la mets de côté et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en micro ou en auto-entreprise, le sujet, c'est que vous avez moins de charges que dans un statut classique. Et comme vous avez moins de charges, il est tentant d'avoir un TJM ou un prix à l'heure ou un prix à la mission qui soit moins élevé. Je vous déconseille absolument de le faire pour plusieurs raisons.
La première, c'est que vous allez vous mettre vos collègues à dos. Tous les gens qui font la même chose que vous, qui vont peut-être avoir le même niveau de qualité que vous, et qui, en fait, eux, vont avoir des charges classiques, standards. Donc, globalement, quand ils vont se verser 1000 euros de facturation hors taxe, ils vont être capables de se verser 500 euros net, parce qu'ils auront la moitié de charge. Vous aurez beaucoup moins de charges, donc vous pouvez tirer les prix vers le bas. Donc, le premier sujet, c'est ne vous tirez pas une épine dans le pied par rapport à votre écosystème. La deuxième chose, c'est qu'un jour, et c'est tout ce que je vous souhaite, vous allez dépasser ce plafond. Les plafonds sont assez bas en micro-entreprise. Et en fait, ils s'atteignent assez rapidement à partir du moment où, en fait, vous avez objectif de vous verser plus de 1000 euros par mois. Même à 2000 euros par mois, vous allez voir que rapidement, les plafonds, vous les faites péter. Et donc, le sujet, c'est qu'à partir du moment où vous voulez commencer à vous verser un salaire qui est dans la moyenne du marché en France, à 2000 euros net, vous êtes à peu près dans la moyenne des salaires français, peut-être dans le bas de la moyenne, mais vous êtes dans la moyenne. Eh bien, la micro-entreprise, elle n'est pas tenable plus de 1 ou 2 ans. En fait, en troisième année, quand vous allez passer dans un statut un peu plus classique, une URL, une I, une SAS, une SASU ou une SARL, à ce jour-là, vous allez retomber sur des charges un peu classiques. Vous avez deux choix à ce moment-là. Soit vous gardez les mêmes TJM et vous percez un salaire beaucoup plus faible qu'avant. C'est une possibilité, mais je vous le déconseille. Soit vous voulez garder le même salaire et vous allez devoir augmenter votre facturation. Eh bien, tous vos clients qui auront été habitués avec vos prix d'aujourd'hui qui sont en dessous du marché, vous ne suivront pas. C'est-à-dire que vous allez recommencer toute votre clientèle à zéro. C'est exactement comme si vous faisiez un reboot. Donc, vous allez bosser pendant 2 ans à un certain tarif, puis dans 2 ans, vous allez multiplier votre tarif par 2 ou par 3. C'est pas l'augmenter de 10%, vous allez l'augmenter par 2 ou par 3. Vos clients qui vous suivent depuis le début, ils arrêteront de vous suivre. Donc, au moment où vous définissez un tarif net par mois, ça va impliquer un x3 pour la facturation. Alors, je vous fais le calcul. Admettons que vous voulez X euros. Alors, je vous mettrai le détail dans la slide suivante. Vous voulez X par mois, c'est-à-dire que vous allez mettre un tiers dans votre poche, un tiers en charge et un tiers entre les charges d'entreprise et le bénéfice. C'est-à-dire que le but va pas être de facturer juste ce qu'il faut pour se payer un salaire. Mais il faut que vous soyez en capacité demain de changer d'ordinateur s'il tombe en panne. Il faut que vous soyez capable de changer de téléphone s'il tombe en panne. Il faut que vous soyez capable de prendre un TGV pour faire un aller-retour pour aller voir un de vos prospects et le payer de votre poche si jamais c'est pas signé. Il faut être capable de faire des cartes de visite, potentiellement de payer un peu de prospection, etc., etc. Un site internet, un nom de domaine, un design, un logo. Et tout ça, c'est un coût. Et ça va partir dans les charges d'entreprise et dans votre bénéfice qui est un matelas et qui est une sécurité. Donc globalement, vous prenez votre montant en euros net par mois et vous allez le multiplier par 3, c'est ce que vous devez facturer. Bien, on va regarder ensemble. Voilà ma méthodologie. La première chose, c'est que vous allez définir dans la première case le nombre d'euros nets que vous voulez gagner par mois. À la slide suivante, je le remplis avec un cas fictif, ce qui va vous permettre de comprendre. Vous définissez tous les mois le nombre d'heures dont vous avez besoin pour vous former. Ah oui, pareil. Vous n'avez plus d'employeur, c'est vous votre propre employeur, donc il y a un vrai sujet de quand est-ce que je me forme et combien de temps je prends par mois pour me former. C'est pas peut-être que dans l'année, je prendrai 2 jours pour me former. Non, c'est tous les mois. Est-ce que je lis un bouquin? Est-ce que je fais de la veille? Est-ce que je paye quelqu'un pour avoir une formation? Est-ce que j'achète un MOOC? Est-ce que je vais voir des conférences? Il faut que je me forme, c'est hyper important. J'ai une assurance, au minimum une responsabilité civile professionnelle qui me coûte aussi de l'argent tous les mois. Une RC Pro, c'est non négociable. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais ça me coûte cher. » Ok. Vous avez déjà cassé une machine chez un de vos clients? Vous avez déjà fait une fausse manip qui lui a fait perdre des dizaines ou des centaines de milliers d'euros parce que la page, elle a été mise en ligne, mais en fait, il y avait un blocage technique dessus. Vous avez déjà écrit un contenu qui a un impact. Vous êtes déjà pris un procès. Parce que tout ça, moi, c'est des choses qui me sont arrivées et qui sont arrivées à plein de gens de mon entourage. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, une RC Pro va vous permettre de vous protéger si jamais vous faites en fait une connerie chez un client, que vous êtes responsable, parce que vous êtes entrepreneur et donc vous avez votre responsabilité, elle est illimitée, et en fait, c'est l'assurance qui va permettre de payer ces coûts-là. Et je peux vous dire que vite, une petite action qui a l'air de rien peut coûter beaucoup d'argent. Ensuite, vos frais professionnels. Combien vous dépensez tous les mois pour des frais de nourriture quand vous vous déplacez, des frais de déplacement, les outils que vous payez. Juste pour vous donner un ordre d'idée, de mon point de vue, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Il y a plusieurs centaines d'euros, peut-être milliers d'euros à mettre à cet endroit-là tous les mois. Le nombre de jours que vous souhaitez facturer par mois. Moi, je vous conseille que ce nombre de jours, il soit au maximum de 10, sauf dans 2 métiers.
Les deux métiers qu'aujourd'hui j'ai identifiés qui sont capables de facturer plus de 10 jours par mois, c'est le métier du développement logiciel, où je suis capable de trouver un client qui va me prendre sur une mission longue, par exemple de 3 mois, et qui, pendant 3 mois, va me permettre de facturer l'équivalent de 21 jours ouvrés par mois. Sauf qu'oubliez pas qu'à la fin de l'année, vous n'êtes pas à 21. Si vous avez pris 5 semaines de vacances, déjà, vous êtes à 18. Si vous avez été malade, vous êtes encore un peu moins. Si vous avez des enfants qui ont été malades, vous êtes encore un peu moins. Donc, en fait, vous êtes plutôt à 15. Et puis, admettons que vous soyez à 15, puis que vous avez bossé en moyenne, puis que vous avez bossé 12 mois avec un client, puis le client s'arrête. Pendant le temps où vous travaillez avec votre client à temps plein, hors vacances, hors jour malade, vous n'avez pas prospecté. Donc, potentiellement, vous allez vous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de prospection pour trouver une nouvelle mission intéressante. Et donc, en fait, si vous reprenez 12 mois à temps plein, donc 15 jours par mois en moyenne, 3 mois de creux, pas de facturation, ben en fait, vous êtes rapidement à 10, 12 jours par mois. Donc, 12, 13, peut-être 14, peut-être 15. Mais globalement, attention à ne pas être trop gourmand là-dessus. Moi, 10 jours par mois, ça me semble bien. Le deuxième métier, c'est la vente de tout ce qui est achat de trafic. Tous ceux qui font du Google Ads, du Facebook Ads et LinkedIn Ads et consorts. En gros, ceux-là sont capables d'avoir des clients qui vont leur prendre un temps fixe tous les mois, par exemple 1 jour par mois, et donc ils sont capables d'avoir un client, puis le mois suivant peut-être un deuxième client, puis le mois d'après encore un troisième client, et ils sont capables d'arriver à 12, 13, 14 jours par mois. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas dépasser les 10 sur le nombre de jours que vous souhaitez facturer par mois pour être réaliste. Et en même temps, dans certains métiers, vous verrez que vous pouvez aller un peu plus loin. Honnêtement, j'ai croisé aucun indépendant qui est indépendant depuis quelques années et qui, sur sa moyenne, est capable de me dire « je facture 18 jours par mois ». J'en connais pas. Ou alors, il y a un moment, vous facturez des jours que vous ne produisez pas. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont capables de facturer 20 jours par mois et au final d'en produire en tant que tel 10. Et dans ce cas-là, en fait, vous en produisez 10 qui sont facturés le double. Ça revient au même. Et le nombre d'heures qu'un client vous demande en moyenne pour être signé. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, sur mes missions, j'estime qu'un client me demande 5 jours de travail pour être signé. Dit autrement, si je travaille avec 10 clients dans l'année, j'estime qu'il y a 50 jours de commerce dans l'année pour pouvoir faire mon boulot correctement. 50 jours de commerce sur 220 jours ouvrés, c'est énorme. C'est-à-dire que quand j'ai facturé 10 jours par mois, j'ai encore 5 jours de commerce. Puis si on rajoute 3 à 4 jours d'administratif, je suis à mes 18 jours. C'est aussi pour moi, ça que moi, personnellement, je suis plutôt à 6 jours par mois en moyenne de facturation. En moyenne, ça veut dire que certains mois, je facture plus, certains mois, je facture moins. Le nombre de jours de vacances que je souhaite par an et votre statut, parce que ça va changer aussi sur les charges. Si jamais il y a quelqu'un qui est perdu, vous me dites, je continue, posez-moi des questions, je suis dispo. Je vais vous prendre le cas de Paul. Paul, il souhaite gagner 2000 euros net. Paul, c'est un freelance qui est un cas fictif et je vous ai mis des chiffres qui sont à peu près cohérents. Aujourd'hui, pour vivre dans une grande ville, 2000 euros net par mois, en étant en couple, on vit correctement. Je souhaite me former 4 heures par mois. Mon RCP me coûte 50 euros par mois. Mes frais professionnels sont de 450 euros par mois. Je souhaite facturer 10 jours par mois. Un client me demande en moyenne 5 heures pour être signé. Je souhaite prendre 25 jours de vacances par an. Donc 25 jours de vacances par an, c'est équivalent à 5 semaines. C'est la même chose qu'un salarié. Et mon statut est entrepreneur salarié, par exemple, dans une coopérative d'activité. Globalement, à part si vous êtes auto-entrepreneur, votre statut ne change pas grand-chose dans ce calcul-là. Eh bien, voilà le calcul qu'on va faire ensemble. Il faut que je me sorte 2000 euros net mensuels. Donc, il faut que tous les mois, je facture x3, ce qu'on a dit tout à l'heure. Un tiers qui va dans mes poches, les premiers 2000 euros, un tiers de charge, les deuxièmes 2000 euros. Alors, ceux qui auront l'habitude vont me dire, Pierre, t'exagères, 2000 euros net, c'est pas 2000 euros de charge. Oui, mais non. En fait, c'est 1700 à 1800 euros de charge, les charges patronales et les charges salariales, plus 100 euros pour une mutuelle, plus une prévoyance, plus une assurance, plus machin, plus... En fait, vous allez voir que ça va super vite. Globalement, quand je fais 2000 euros de charge, je suis pas loin de la réalité. Et moi, je préfère que vous ayez prévu 2000 euros de charge et que vous soyez à 1800 euros à la fin de l'année et que vous m'appeliez en me disant, Pierre, t'as tort, on est à 1800 plutôt qu'à 2000, mais que vous ayez 200 euros de plus par mois en plus dans votre trésorerie, plutôt que l'inverse, que vous prévoyez 1500 euros de charge et puis qu'à la fin de l'année, il vous manque de l'argent pour finir votre année. Sur 10 jours en vrai, ça veut dire que si je prends 6000 euros de facturation pour un taux journalier moyen, c'est le fameux TJM, en fait, je vais faire juste une bête division par 10. 6000 divisé par 10, ça fait 600 euros hors taxe.
Ça veut dire que vous devez facturer au minimum 600 euros par jour de travail. Sinon, travailler vous coûte plus d'argent que ne pas travailler. Dans mon cas, le cas de Paul, on choisit un TGM à 800 euros hors taxe. Vous allez me dire, attends, Pierre, tu nous as dit 600, puis tu nous rajoutes 800. Il sort où ce 200 euros de plus? Alors, la première chose, c'est qu'on va s'ajouter une marge de sécurité. C'est-à-dire que moi, si vous venez me voir en me disant, tiens, je m'appelle Sylvain, je suis développeur Java, je suis à 600 euros jour, et moi, je vais dire, c'est simple, je t'achète 150 jours cette année. Je vais te le négocier. Je vais te le négocier peut-être à 540. Parce que je t'achète du volume et potentiellement, je suis capable de te payer tout de suite une partie des jours. Et là, tu vas me dire, mais attends, moi j'ai un problème. En dessous de 600 euros hors taxe, en fait, je suis en dessous de ma capacité à me verser ce salaire de 2000 euros net et d'avoir de la visibilité. Donc, si vous vouliez une marge de sécurité, il faut que vous la prévoyiez. C'est-à-dire que 600 euros, c'est votre plancher. Ensuite, c'est vous vous adaptez à un prix marché des freelances et des agences. Globalement, en dehors encore du dev qui est entre 5 et 600 euros hors taxe jour sur le marché et qui sont plutôt des gros volumes de jours qu'on va vendre dans l'année puisque on va intervenir sur des gros projets, le prix des freelances en France, il est plutôt autour de 800 euros hors taxe sur des métiers. Alors pour un auto-entrepreneur, est-ce que le calcul serait de 2000 euros x 2? Non, en fait, pour un auto-entrepreneur, moi, je te conseille d'être à 2000 x 3. Parce qu'en fait, tu oublies. Alors oui, le troisième tiers, c'est la marge, c'est ta marge de sécurité, c'est la capacité à changer d'ordinateur. Dire moi aujourd'hui, je travaille avec une machine qui est une machine que j'utilise potentiellement 8 heures par jour, 5 jours par semaine, ou 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Mon ordinateur me coûte 2500 euros. Si demain, il faut que je le change, il faut que je puisse sortir 2500 euros juste comme ça pour rigoler. Dire que c'est non négociable, c'est un outil de travail. Si demain, je suis taxi, je vais peut-être avoir une voiture qui va me coûter 50 000 euros. Parce qu'en fait, c'est une voiture que je vais utiliser tous les jours, avec laquelle je vais faire peut-être 100 000 km par an. Donc, c'est là où le sujet, non, en étant auto-entrepreneur, si tu as une vision court terme et que tu te dis pour les 6 prochains mois, oui, tu peux faire x2. Mais tu as quand même des charges, alors ce sera plus x2,5. Parce que tu as quand même aux alentours de 25% de charges. Voilà. Par contre, tu as intérêt à faire x3 parce que le jour où tu vas passer sur un statut autre qu'auto-entrepreneur, tu auras des vraies charges. Et ces vraies charges, c'est globalement, quand tu factures 1000 euros hors taxe, si tu n'as pas de frais, tu peux te verser 500 euros net. Globalement, 480 euros de charge, 500 euros dans ta poche. Le prix des freelances en France, globalement, il y a une source qui est Malte. Et il y a un truc que j'ai à reprocher à Malte, c'est qu'en gros, ça tire les prix vers le bas. Si vous allez regarder, ils ont fait des grandes études, et ces grandes études, ils vous disent, voilà, on a fait une statistique sur l'ensemble des freelances qu'il y a sur notre plateforme. Il ne faut pas oublier le contexte, sur l'ensemble des freelances qu'on a sur notre plateforme. Et les freelances qui sont sur la plateforme, comment ils font pour définir leur TJ? En fait, ils prennent leur métier dans leur ville, puis ils regardent les autres combien ils se facturent, puis ils proposent un prix 10% en dessous. Sauf que comme tout le monde fait ça, en fait, au final, on descend les prix globaux. Et globalement, sur Malte, il y a beaucoup de métiers où les clients viennent chercher un prix. C'est triste, et je connais très bien l'équipe de Malte, j'échange régulièrement avec eux, et moi je leur ai déjà dit, mettez bien un énorme disclaimer disant que c'est pas le prix des freelances en France, mais que c'est bien le prix des freelances sur la plateforme, et qu'il y a un effet de bord négatif qui, en fait, les freelances définissent leur prix en fonction des prix des autres freelances. Et comme on le fait quand on fait tourner la roue plusieurs fois, en fait, on tire le prix vers le bas puisque tout le monde essaye d'avoir un prix en dessous puisque tous les prix sont publics. Et globalement, un prix d'un consultant, de quelqu'un qui vous accompagne, qui apporte de la valeur, à 800 euros hors taxe jour, ça a du sens. Puis, il y a un moment, vous avez des jours de vacances sans solde, c'est 10% aujourd'hui. Si vous êtes à 25 jours dans l'année, c'est 10% de votre année. En gros, 220 jours ouvrés, 10%, ça fait 22 jours. Si vous prenez 25 jours de vacances, vous êtes autour de 10%. C'est votre marge commerciale de négociation. Puis, au passage, c'est un tarif horaire compréhensible pour le client. C'est-à-dire, si vous faites des calculs d'apothicaire pour me sortir que vous allez me facturer 774 euros au jour, c'est des calculs d'apothicaire. C'est pas compréhensible. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il y en a qui sont énervés? Est-ce qu'il y en a qui se disent « Ouh là là, il va falloir que j'augmente mon tarif ?» Alors moi, si vous l'acceptez, je vous invite à prendre le chat et à me donner votre TGM aujourd'hui. À combien vous vendez aujourd'hui en euros hors taxe? Pour tous ceux qui font du conseil, qui vendent de l'heure ou de la journée ou du projet, mais au final, un coût de projet, c'est le nombre de jours que vous espérez mettre dedans. Daniel, tu es à 400, tu peux
Si ton objectif, c'est 2000 euros net, tu peux passer x2. Je suis à 400 de TGM, je suis en EURL et je viens de signer une mission de 2 ans il y a 3 heures. C'est toujours pareil, si tu as acheté du gros volume, c'est pas un problème. Karine, à 200 euros hors taxe jour, je sais pas quel salaire tu essayes de te verser, mais Karine, le risque, c'est qu'en fait, tu vas faire comme beaucoup de freelances que je croise, qui se versent un SMIC, qui bossent 90 heures par semaine et qui me disent « Putain, être freelance, c'est compliqué ». Je leur dis juste, tu sais, ton premier sujet, c'est de vendre à un prix marché. Alors forcément… Ça paraît très peu. Ouais, 200 c'est bas. Hein. Honnêtement, 200 euros, c'est ce que je paye quand je bosse avec des gens en offshore. Et voire, j'en ai certains que je paye plus cher. À 200 euros au jour. Ok. S'il y en a d'autres qui veulent réagir, le chat est à votre dispo. Donc, moi, j'étais à 640, mais je suis à 540 actuellement. Alors, Sylvain, je veux bien que tu nous expliques pourquoi tu es passé de 640 à 540. Moi, 350, mais je ne vois pas plus faire en tant que graphiste junior. Alors, Sophie, c'est exactement le cas. En fait, Sophie, si tu te présentes à moi et que tu dis « Salut Pierre, je suis graphiste junior », ouais, mais même 350 euros, c'est trop cher. Parce que je suis sûr que je peux trouver quelqu'un à 300 euros. Et puis, si je pousse le vice un peu plus loin, je suis sûr qu'à 250 euros au jour, je trouve quelqu'un. Donc, en fait, Sophie, t'es trop cher. Mais par contre, si tu reprends la première slide et que je te reparle du pitch, si tu me montres à quel point tu vas m'apporter de la valeur et comment tu te différencies, bah, dans ce cas-là, 350 euros, c'est pas un sujet. Et puis, vous allez voir dans les slides suivantes, je vais revenir dessus, on peut aussi se poser la question de la valeur que tu apportes. Mais clairement, moi, si tu me dis déjà que tu es junior, bah déjà, tu peux enlever le mot junior. Puis en plus, si tu es graphiste, bah ouais, des graphistes, je vais sur Malte, je vais sur LinkedIn, je vais sur n'importe quelle plateforme de freelance et je vous trouve quelqu'un qui, en gros, je vais faire quoi? Je vais dire, ah bah tiens, Sophie, elle me propose un devis à 350 de la journée, je ne sais pas combien ça coûte sur le marché, je vais regarder sur les plateformes. Bah, je tape quoi? Je tape graphiste. Puis là, tu es en concurrence avec le monde entier. Et potentiellement, si je prends quelqu'un au Bénin, que je vais payer 50 euros par mois, t'imagines le différentiel. Donc, c'est toujours pareil. Pour moi, tu n'es pas graphiste junior. Pour moi, tu as un pitch et tu as quelque chose à raconter. Et oui, en tant que graphiste junior, tu es à 350 euros et quelque part, à la limite, tu es trop cher. Et je fais exprès de dire ça, c'est de la provoque. Le but, c'est de te dire, en fait, tu peux augmenter ton tarif, tu es en capacité de le faire. Par contre, il va d'abord falloir travailler ton pitch. Alors, Cynthia, tu nous dis, moi, je mets juste le prix pour le projet, je compte pas à l'heure. Alors, Cynthia, si moi, je sais pas quel est ton métier, mais si demain, je viens te voir avec un brief, comment tu définis le prix pour le projet? Est-ce que c'est à la tête du client? Est-ce que c'est en fonction de ton humeur du moment? Est-ce que c'est en fonction d'une capacité de travail? Est-ce que c'est en fonction d'un volume de travail? Moi, la plupart des gens qui travaillent au projet, ils vont définir un brief. En fonction de son brief, ils vont imaginer qu'ils vont travailler 10 jours dessus, ils vont cadrer le brief pour être sûr de ne pas dépasser ces 10 jours, ils vont prendre 20% de marge, donc on va être à 12 jours, ils vont prendre leur taux journalier, ils vont le multiplier par 12 et ils vont annoncer un prix au projet. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais bien, Cynthia, que tu nous expliques comment ça se passe. Sylvain, la situation économique du marché est très compliquée, les clients ne peuvent pas payer. Alors Sylvain, qui sont tes clients? Et quel est ton métier? Ah oui, pareil, vous pouvez aussi me mettre dans le chat quel est potentiellement votre TJM, votre métier et qui sont vos clients. Moi, j'ai croisé certains indépendants qui me disent, mais Pierre, 350 jours au jour, c'est déjà trop cher. Moi, tu comprends, je veux bosser avec des structures dans l'économie sociale et solidaire, idéalement des associations, elles n'ont pas d'argent. Et là, je leur ai dit, tu sais, ton problème, c'est pas ton 350 euros au jour, c'est tes clients. Ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que ton prix il est trop cher parce que tu discutes avec des gens qui n'ont pas le budget. Il faut juste changer de cible. Alors, il y en a certains qui prennent l'autre extrême et qui disent bah oui, mais si je bosse avec des boîtes capitalistes, c'est des vendus, elles n'ont pas les bonnes valeurs. Et là, je dis stop, on arrête ça. Il y a un moment, il y a deux choix. Soit tu te dis il n'y a que les associations dans l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas d'argent qui peuvent être mes clients. Et dans ce cas-là, mon conseil, et je suis honnête avec toi, et je vais être sincère, c'est va trouver un job alimentaire, fais 35 heures par semaine dans un job alimentaire, et à côté, va faire du bénévolat. Soit tu acceptes de bosser avec des boîtes qui peuvent avoir des super valeurs et qui ne sont pas forcément des petites structures. Moi, aujourd'hui, je connais des associations qui gèrent 10 millions de budget à l'année. Ce n'est pas un sujet, en fait. Allez trouver des boîtes qui ont des moyens. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, moi, quand je vais chercher une PME, je travaille avec des structures qui font entre 10 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Mais forcément, quand pour le même devis, le même besoin, je vais discuter avec une boîte qui a 15 salariés et je vais discuter avec une boîte qui a 30 salariés, peu importe le budget que je leur propose. La boîte qui a 15 salariés, il y a 9 chances sur 10 qu'elle ne signe pas mon contrat. La boîte qui a 30 salariés, il y a 9 chances sur 10 qu'elle le signe. Le même besoin, le même problème, le même budget. Pourquoi? Quelle est la différence? Ben, c'est juste qu'une boîte qui a 30 salariés, elle n'a juste pas les mêmes moyens. Donc Sylvain, je veux bien que tu me donnes ton métier pour que je puisse t'aider. Si tu me dis que tes clients ne peuvent pas payer, change de client. Pour moi, ta situation, voilà, tu as 10 ans d'expérience, tu es project manager, chef de projet. Alors, les ministères, ils ont de l'argent, quel que soit. Les opérateurs téléphoniques, ils ont de l'argent, ou alors tu bosses avec une TPE qui est opérateur téléphonique. S'ils n'ont pas d'argent, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas t'en donner. Et Ouais. la question... Il y a pas mal d'entreprises qui profitent de la situation en disant oui, mais c'est la crise, on n'a pas d'argent, donc baissez vos TJM. Et c'est vrai qu'on a pas mal de freelances qui nous ont fait ce retour-là, que les clients jouent dessus et veulent vraiment à chaque fois baisser le TJM, mais faut pas se vendre au rabais. Alors, et moi, ce que je vous propose, c'est, je vais passer à la slide suivante et je reviens après sur vos questions dans le chat. La slide suivante, c'est l'approche par le calcul de la valeur ajoutée. Moi, aujourd'hui, j'annonce jamais un prix à un client sans avoir fait une découverte. En gros, c'est t'es qui, tu fais quoi, quel est ton problème? Et globalement, c'est 1 heure d'avant-vente, des fois 2, avec mon prospect. Dire en gros, j'ai besoin qu'il me raconte quel est son enjeu, quel est le problème, qu'est-ce qu'il veut mettre en place et qu'est-ce qui fait mal. Et je calcule avec lui ou avec elle combien ça coûte. Admettons que mon client me dit, j'ai un gros souci aujourd'hui sur la structuration de mes processus, j'ai besoin de mettre en place un CRM parce que mes commerciaux sont pas efficaces, j'aimerais bien qu'on trouve le bon outil et j'aimerais bien que tu accompagnes mes commerciaux pour qu'ils soient efficaces. Je dis, OK, mais tes commerciaux aujourd'hui, ils font combien de chiffre d'affaires? Par exemple, mes commerciaux me permettent de générer 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Parfait. Tu estimes que si on met en place un CRM, ça va te rapporter combien en plus? Et là, on fait le calcul. Et je l'aide à calculer. On calcule combien ça va lui rapporter ou combien ça va arrêter de lui couper. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, recruter quelqu'un qui est parti sur un poste, pour une entreprise, en moyenne, ça coûte 45 000 euros. Le coût de la perte, le coût de recruter à nouveau une personne, le coût d'avoir personne pendant plusieurs mois sur le poste et la perte de l'historique. Donc moi, aujourd'hui, si une boîte qui, par exemple, une société qui a 100 salariés et qui en perd 10 par an, je l'aide de passer de 10 à 5, ça veut dire qu'au lieu de ça lui coûte 450 000 euros par an, ça va lui coûter 225 000. Bien, moi, sur ces 225 000, admettons que je dise à mon client, cette année, je vous facture 20 000 euros et je vous donne ma méthode et je vais vous aider à diminuer par 2 votre turnover. On est d'accord que 20 000 euros, c'est une somme. Et pour la plupart d'entre vous, je suis sûr que c'est une somme qui est conséquente. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que je ne compare pas 20 000 euros à rien. Je compare 20 000 euros à 225 000 euros de gain. Alors encore une fois, il faut que mon interlocuteur il soit convaincu que je suis la bonne personne, que j'ai bien compris son problème, que le plan d'action que je propose, il est cohérent et qu'il ait confiance. Mais tout ça, c'est pas une question d'argent. Tout ça, c'est une question d'humain, de relationnel. La question suivante, c'est combien on peut facturer. Et globalement, moi, aujourd'hui, le chiffre que j'ai ressorti, c'est 10%. Aujourd'hui, quand j'interviens chez un client sur un projet à 500 000 euros, je lui facture 50 000 euros. 10%. Peut-être que c'est 8, peut-être que c'est 12. 10, c'est bien, c'est facile à calculer. Dire que Sylvain, si tu me dis, moi, mon client, qui est un ministère ou un opérateur téléphonique, je suis project manager chez lui, qu'est-ce que tu lui rapportes? Ou qu'est-ce que ton action évite que ça lui coûte? Donc, c'est toujours pareil. Si tu me dis qu'un opérateur téléphonique n'a pas d'argent, soit c'est vrai et il faut que tu arrêtes de discuter avec ce prospect, soit c'est pas vrai et il se fout de toi et donc potentiellement il faut que tu arrêtes de discuter avec ce prospect parce qu'en fait il ne te respecte pas, soit tu n'as pas fait ta découverte. Et ta découverte, c'est qui es-tu, que vends-tu, à qui le vends-tu, quel est ton problème, combien coûte ton problème, et je le calcule avec toi. Et ensuite, voilà mon plan d'action et voilà comment je pense travailler avec toi. Et à la fin, on annonce un prix. Et le prix, je l'annonce toujours en regard du coût. Je vous donne quelques exemples. Si vous êtes capable de calculer le ROI de votre intervention, votre coût peut être un pourcentage de ce que gagne le client. Et dans tous les cas, vous êtes capable de le calculer. Il y a très peu de cas, en fait, où on n'est pas capable de le calculer. Je vous donne quelques exemples de métiers qui existent. Par exemple, tout le métier des chasseurs de tête. Ils font du recrutement, ils demandent 10 à 20% du brut annuel. Je vous recrute quelqu'un à 50 000 brut annuel, ça va vous coûter 5 000 euros.
Le redressement d'un projet. Moi, je suis déjà intervenu sur des projets qui étaient en crise et je prends 1% du coût du projet si jamais on l'abandonne. Une intervention pompier. Vous avez vos serveurs qui sont en rade, vos clients peuvent plus acheter sur vos boutiques e-commerce. OK. Aujourd'hui, votre site e-commerce, il est down depuis 5 jours. Combien de chiffre d'affaires vous perdez tous les jours? Si vous bossez 100 mois, dans combien de jours vous allez le remettre en ligne? Admettons que je perds 1 000 euros par jour, pour faire simple. Si vous pensez le remettre en ligne dans 15 jours, ça veut dire que vous avez perdu 15 000 euros. Moi, je pense qu'il me faut 24 heures de boulot pour le remettre en route. En gros, je vous aide à gagner 15 000 euros. 13 000 pour être exact. J'ai aucun problème pour facturer un coût qui est un pourcentage de ça. Et en général, ce n'est pas 1 000 euros par jour. En général, c'est plutôt 10 000 ou 100 000 euros par jour. Je vous donne quelques exemples. Prenez une boîte comme Nestlé. L'arrêt des services mail chez Nestlé, 350 000 salariés. C'est plus de 10 millions d'euros par minute si demain les services mail sont plus dispo. L'arrêt d'un système de RP dans une boîte industrielle pendant 15 jours. C'est des millions qui partent en fumée parce qu'on n'est plus capable de produire. On arrête les équipes, on fait du chômage partiel. Et donc, calculez ce que votre secteur d'activité, ça coûte de ne pas intervenir en fait. Et ces calculs-là, c'est des abats que vous allez récupérer, c'est des questions que vous allez poser à votre interlocuteur. C'est de dire, si demain, j'interviens pas, la chaîne, elle s'arrête. Si la chaîne, elle s'arrête, combien de personnes ça met au chômage? Ces personnes que ça met au chômage, combien elles sont payées en moyenne? Puis après, vous faites des calculs grosse masse. On n'a pas besoin d'être juste au centime près. On a besoin de se rendre compte si on parle de 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Une fois que vous avez fait ce calcul, c'est super facile de donner un prix en face. Alors forcément, si vous prenez 100% du coup, le client ne va pas bosser avec vous. Mais 10%, ça passe. Le commercial, souvent, on est sur un pourcentage du projet vendu. Et tout ça, ça fonctionne. Tout ça, ça donne des résultats. Et moi, je le dis de manière assez transparente à mes clients. Je vous accompagne sur un prix qui est un pourcentage du projet à l'année. Par contre, il faut être réaliste. Moi, j'accompagne des clients sur des projets à partir d'1 demi-million d'euros à l'année. Sinon, si moi, mon client m'appelle et me dit Pierre, voilà un projet à 10 000 euros, je sais que tu es à 10%, je vais te payer 1 000 euros. Cool. En fait, sur 1 000 euros, sur 50 000 euros, on ne peut pas faire la même chose. Puis à un moment, moi, je ne peux pas passer des mois et des mois pour facturer 1 000 euros. C'est juste pas rentable. Donc, ça s'appelle aussi dire non à certains prospects. Donc, on reprend le cas de Sylvain. La situation économique du marché est très compliquée. Les clients ne peuvent pas payer. Donc, déjà, si tes clients sont vraiment des ministères, des opérateurs téléphoniques, ils peuvent payer. Le fait de baisser un peu, ça m'a permis de retrouver. Alors, je suis d'accord, pour eux, ils ont mis en place des grilles, ils ne veulent pas en sortir. Alors, attends, si ton client met en place une grille, à toi de sortir de la grille. Fais ton pitch et sois unique. Moi, j'ai aucun client, aucun prospect qui arrive à me mettre dans une grille. Et je leur dis très bien, donnez-moi la grille, je rentre où? Moi, j'ai une double casquette de directeur technique et de directeur marketing à temps partagé. Je les aide à les accompagne sur des projets qui leur font mal et qui sont complexes. Je les aide à trouver des solutions à leurs problèmes. Vas-y, mets-moi dans une grille. Et bien sûr qu'il y a des boîtes qui me disent non, mais si tu rentres pas dans la grille, on bosse pas avec toi. Bah, très bien, travaillons pas ensemble. Prospect suivant. Je suis entrepreneur, je suis dirigeant de ma boîte. Je ne suis pas un salarié déguisé. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Ils ont des TMA qui leur coûtent trop cher, ce qui fait que le reste ne suit plus. Bah, ça, c'est leur problème, si la TMA coûte cher. Et la question, c'est quelle est la valeur ajoutée que tu as sur une TMA? Moi, si demain, j'ai une TMA qui me coûte 500 000 euros par mois, si je bosse avec toi, est-ce que tu peux m'aider à la faire descendre à 250 000 euros par mois? Parce que si c'est juste rajouter ta presta en plus, ouais, tu coûtes trop cher. Parce que c'est 500 000 plus ta presta. Alors, Delphine, comment chiffrer en amont le gain pour un projet de design graphique? Bah, la question, c'est si ton client ne fait pas ce projet, à côté de quoi il passe? Ou s'il fait ce projet, quelles sont ses opportunités? Ça peut être, il a un design pourri et demain, il va avoir un projet où il sera pris au sérieux. Ça lui permettra de signer des plus gros contrats. Et ça, le gain, c'est à discuter avec ton prospect. C'est qu'est-ce qu'il en attend lui? Mais honnêtement, si c'est le dirigeant ou la dirigeante de la boîte qui veut flatter son ego en refaisant le logo, tu peux rien faire. Par contre, sois héroïste. Dis-toi, OK, on fait la refonte de votre site, on fait la refonte de votre design, on vous propose des nouvelles plaquettes, on vous propose un nouveau logo. Ça vous permet d'avoir une certaine image de marque, de monter en gamme, potentiellement d'augmenter vos projets, vos tarifs. Vous allez faire quoi? 10% de chiffre d'affaires en plus l'année prochaine? OK, vous êtes une boîte qui fait 10 millions, ça veut dire que vous allez faire 11 millions l'année prochaine. Ça veut dire que ton gain, c'est 1 million. J'ai aucun problème. Si moi, je suis dirigeant d'une boîte et que tu me dis, Pierre, tu as une boîte qui fait 10 millions, avec ton action, moi, Delphine,
je vais être en capacité de faire 1 million en plus l'année prochaine, j'ai aucun problème à mettre 100 000 euros sur la table. 10%. Et admettons, 5%, 50 000 euros. Et moi, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui, sur tous les secteurs d'activité. Morgan, alors attends, pardon, Thomas, tu m'as dit que tu étais Web Full Stack Node.js React Vue et tu m'as dit que tu étais à 400 de TJM. Alors honnêtement, sur du web, sur des profils médium à senior, on est plutôt entre 5 et 600 euros jour. Et après, sur des gros volumes, on peut négocier. Mais moi, si tu viens me voir en me disant que tu es à 400 de TJM et que je te dis, bah ok, c'est cool, je te prends un mi-temps les 2 prochaines années. Par contre, à 350. C'est ça le risque. Morgan, TJM 450 euros, mais je baisse pour les projets de plus d'un mois. Alors moi, je t'invite plutôt à être à 450 euros en plancher, être à 550 et baisser à 450 si tu veux. Consultant en mode écologique, j'aide les créateurs à développer leur marque. Attention à ta cible, les créateurs, ils se lancent et ils n'ont pas d'argent. Donc, en fait, si tu veux faire ça, tu as intérêt à standardiser le plus possible ton offre et à vendre une offre très standardisée à pas cher. En fait, de plus vendre de la journée, mais de vendre un projet à 3, 4, 5 000 euros et de le standardiser pour faire de la marge dessus. Moi, j'échange souvent avec une designer graphique à Lyon qui fait des sites internet. Et au départ, elle vendait des sites internet. Et puis ses clients, ils disaient, j'ai 500 balles pour faire un site internet. Puis là, elle fait, je peux rien faire. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend une formation où elle fait un petit peu de conseils et un petit peu de prod. Et sa formation, pour 900 euros avec 10 personnes qu'elle accompagne sur une période de 6 semaines, elle les aide à faire leur site internet. Et donc, en fait, elle standardise un processus et en fait, elle fait 9 000 euros de chiffre d'affaires. Et elle a 10 clients en parallèle sur lesquels elle a standardisé son processus. Olivier, 750 euros, PMO, PO, PM Management de transition. Ben là, c'est pareil, tu apportes énormément de valeur chez tes clients. La question, c'est quelle est ta valeur et voilà. Qu'est-ce que tu peux leur apporter et 750 euros, quand je vois un 750 euros sur un PMO, c'est ma même réaction qu'un designer graphique qui se vend à 250 euros. Olivier, je pense qu'on peut monter à 1200 sans aucun problème. Mais c'est toujours pareil. Moi, si tu viens me voir et que tu me dis je suis à 1200 euros jour, mais que tu m'as pas prouvé ta valeur dans une avant-vente, t'es trop cher. Mais même à 750, t'es trop cher. Daniel Sandor. Dans le dev web, une bonne partie des applications sont internes auxiliaires pour les entreprises. Je ne vois pas comment calculer un ROI. Dans le dev web, une partie des applications sont auxiliaires pour les entreprises. Daniel, à part sur un site vitrine d'une boîte qui ne vend pas à l'aide d'Internet, et donc qui va vouloir un site corporate, et donc globalement fuit ces clients-là, les autres, si ça leur rapporte pas d'argent, elles ne le font pas, quel que soit le budget. Toutes les applications internes, si elles s'arrêtent, en gros, c'est des heures et des heures de boulot manuel. Donc, c'est un coût qui est colossal. Dit autrement, aujourd'hui, une boîte qui fait les choses à la main, elle perd énormément de temps. Donc, pour moi, toutes les applications sur lesquelles je bosse d'un point de vue dev, il y a du ROI derrière, sinon on ne le fait pas. Donc, comment calculer ton ROI? Pose-toi la question de si demain un humain devait le faire à la main, est-ce qu'il le ferait? Et si oui, combien ça lui coûterait en temps? Et ensuite, c'est simple. Tu dis, bah, ça lui prend 10 heures par semaine. C'est simple, 10 heures par semaine, on va dire que c'est un tiers de son temps ou un quart de son temps. Bah, combien cette personne elle est payée? Si elle est payée le SMIC, bah, ça coûte 2200 euros à l'entreprise. Et là, tu fais un quart de 2200 euros. C'est ce que ça coûte tous les mois. Tu multiplies par 12 mois ou tu multiplies par 24 mois. Tu multiplies par le nombre de personnes qui l'utilisent derrière. Un quart de 2200 euros, je vais arrondir, ça fait 600 euros. Fois une année, ça fait 6000, ça fait 7200 euros. Fois 10 personnes, ça fait 72 000 euros par an. Si ton logiciel est utilisé par 10 personnes et que tu leur fais gagner un quart de temps, ça coûte 72 000 euros à l'année. Moi, si tu me dis, Pierre, tu as un process dans ta boîte qui coûte 70 000 euros par an, je t'en demande 30 000 pour que dès l'année prochaine, en fait, ce process, il soit automatisé. Je te dis, bah, go. Thomas, tu dis pourquoi ça baisserait dans le futur. Je t'avoue que je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi ça baisserait? Qu'est-ce qui baisserait? Non, c'est si moi, alors, en fait, je me suis mal exprimé. Si moi, je t'achète un volume de jours et que je te dis, je te prends un mi-temps et que tu m'annonces un prix à 400, je vais négocier. Je vais te dire, bah ok Thomas, je bosse avec toi, je m'engage sur un mi-temps
cette année, donc je vais t'acheter 100 jours cette année, je vais t'acheter 100 jours l'année prochaine. Donc je vais t'acheter 200 jours en tout. Je suis prêt à te payer les 50 premiers jours maintenant, à la commande. Parce que moi, j'ai l'argent et au final, ça va me permettre de payer moins cher. Donc, je vais te le proposer à 350 ou à 380 ou à 320 ou à 300, peu importe, c'est le négo. C'est du commerce, c'est un business en fait. Quand vous êtes indépendant, vous êtes dirigeant de votre propre boîte, il faut vendre ce que vous faites. S'il y a d'autres questions, d'autres réactions, je suis preneur, je continue. Alors, quelques retours d'expérience du marché. Pour le client, si vous vendez plus cher, vous êtes plus compétent. Moi, si j'ai deux prestats, un qui se présente à 400 jours et l'autre à 800 jours, ma première réaction en tant qu'humain, c'est vous êtes plus compétent, plus crédible. Alors, Cynthia, tu n'as pas eu de réponse. Pardon, Cynthia, excuse-moi. Ok, pardon. Tu es développeuse web et appli mobile. Là, j'ai une app à faire et j'ai dit 6 mois pour le faire. J'ai facturé 8 000 euros. Et là, maintenant, c'est à côté. Est-ce que tu vas faire 6 mois à 8 000 euros à temps plein? Parce que là, dans ce cas-là, tu vas faire 16 000 euros cette année. Je ne sais pas du tout de quoi tu vis. C'est-à-dire que voilà. Si c'est pas à temps plein et que tu estimes y passer un jour par semaine, bah, tant mieux, tu auras encore 3 ou 4 jours par semaine pour facturer. Mais honnêtement, si tu bosses 6 mois calendaires sur un projet facturé à 8 000 euros, il y a quelque chose, moi, il y a un drapeau rouge qui se lève là, il y a un souci quelque part. Et encore une fois, qu'est-ce que ça rapporte à ton client? Pourquoi ce projet? Comment tu as défini ces 8 000 euros? 3 jours par semaine pendant 6 mois. Alors moi, je suis un peu bête, hein, je fais des calculs. Donc 3 jours par semaine fois 4,33 semaines par mois, en moyenne, il y a 4,33 fois 6 mois, ça fait 77 jours. Je fais 8 000 euros divisé par 77 jours. Ça veut dire que tu factures 102 euros la journée. Cynthia, je ne sais pas quelle est ton expérience professionnelle et le nombre d'années d'expérience que tu as et ta compétence, mais un dev junior, en dessous de 350 euros jour, c'est compliqué. Et je pense 3 fois en dessous du prix du marché. Il aurait fallu la vendre 3 fois plus cher, cette application. Si tu passes bien, 3 jours par semaine. Puis moi, j'ai un problème, 3 jours par semaine, il va te rester un jour pour ton administratif, un jour pour ton commerce. Mais tu n'as pas le temps de faire de prod supplémentaire. Donc, ton prochain client, tu le prends dans 6 mois. Si tu revends la même chose, ça veut dire qu'au bout de 12 mois, tu as facturé 16 000 euros. Moi, j'ai un problème. 16 000 euros divisé par 12, ça fait 1 333 euros par mois. Ah, cool. Si tu es en AE, tu vas te verser 900 euros par mois. Si avec 900 euros, c'est suffisant et que ça te permet pour vivre, change rien. Mais moi, là, ça m'interpelle. Allez, Stéphane, tu dis 102 euros, c'est en dessous du TJM mini chez Malte. Donc, Cynthia, moi, je t'invite à le faire à l'envers. Je t'invite à te dire, mon projet, ok, je pense travailler 6 mois dessus, 3 jours par semaine. Après, la question, c'est est-ce que ce que tu proposes, c'est un engagement de moyens ou un engagement de résultat? Est-ce que dans 6 mois, tu dois livrer, peu importe le nombre de jours que tu as bossé? Et donc, à la limite, si tu bosses 2 fois moins de temps, bah, tant mieux pour toi. Ou est-ce que ce que tu factures, c'est des jours réels? Et dans ce cas-là, ce que tu as intérêt, c'est de l'engagement de moyens. Et dans ce cas-là, en dessous de 350 euros pour un dev, même junior, c'est compliqué. C'est toujours pareil. Si Cynthia, si tu me dis que tu habites dans un pays d'Europe où les frais ne sont pas les mêmes, là, moi, je connais des gens aujourd'hui qui sont entrepreneurs au Laos. Donc, quand ils sont entrepreneurs sur le web, c'est des Français qui sont expatriés, avec un salaire à 1 000 euros par mois, avec un couple et 2 enfants. Ils sont les rois du monde. Bon, après, moi, je leur dis qu'ils abusent quand ils reviennent en France pour aller voir le dentiste ou le médecin. Je leur dis, vous vivez au Laos, assumez. Allez chez le médecin au Laos. Sinon, c'est un peu abusé. Et avec 1 000 euros net par mois, tu fais vivre 4 personnes sans aucun problème au Laos. C'est le roi du monde. La deuxième chose, en termes de retour d'expérience, c'est que si vous facturez au rabais, vous allez avoir une clientèle qui est au rabais. C'est-à-dire que moins c'est cher, plus vous allez avoir des emmerdes. Plus vous allez avoir des gens qui vont négocier. Moi, j'ai des prospects, et surtout au début de ma carrière, où je fais un effort parce que je comprends qu'il n'y a pas énormément de budget, je leur propose une réduction. Et le prospect, il est casse-couille. Il faut être honnête. Et le client, après, il devient juste ingérable. Ça devient des clients toxiques. Plus vous facturez au rabais, plus le risque, c'est d'avoir des clients toxiques. Et votre gamme de prix, elle va faire un tri naturel dans vos clients. Si vous augmentez vos tarifs, vous n'aurez pas les mêmes clients. Mais ce n'est pas un problème.
Et gardez en tête que le TJM vendu à un client reste figé dans le temps. En dehors de 2 ou 3% d'augmentation annuelle, c'est très compliqué. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, moi aujourd'hui, les dernières années, quand je travaillais encore avec un TJM, jusqu'à mi-2020, je travaillais encore avec un TJM. Depuis, je travaille au forfait, on pourra en reparler après si vous voulez. De manière assez arbitraire, j'augmente mon TJM au 1er janvier de chaque année de 200 euros. Donc, il y a quelques années, j'étais à 1000 euros jour, puis je suis passé à 1200 l'année d'après, puis 1004, puis 1006. Et cette année, si je vendais encore du TJM, je serais à 1800 euros jour. C'est-à-dire que sans aucune raison, au 1er janvier, mon TJ augmente de 200 euros. Mes anciens clients restent sur l'ancien TJ. Et en fin d'année, je dis à mes clients, mon TJ il augmente de 200 euros au 1er janvier. Tous mes prospects qui ont un projet en cours et on est en avant-vente, signés avant le 31 décembre. Pourquoi j'augmente de 200 euros? Bon, parce que c'est un chiffre rond. Voilà. Depuis mi-2020, je vends au forfait, donc je suis passé sur une autre grille, je ne vends plus du TJ. Mais globalement, ce n'est pas un sujet en fait. Aucun problème pour facturer plusieurs milliers d'euros une journée. Moi, j'ai des clients qui m'ont déjà payé 5000 euros pour une intervention d'une heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intervention d'une heure, ils s'en foutent. Ils ont un problème qui leur coûte 50 000 euros. Je le résous et je leur demande 10%. Ça m'a coûté une heure de boulot. Ça m'est déjà arrivé, c'est véridique. Ils avaient un bug dans leur config. Une jolie PME de quelques centaines de salariés qui ne recevaient plus ces mails. Une heure de boulot pour identifier le problème et pour le patcher. Les mails qui s'arrêtent pendant plusieurs dizaines de jours, c'était 50 000 euros de pertes sèches de chiffre d'affaires. On n'a aucun problème à sortir 5000 balles pour payer quelqu'un qui va bosser une heure. Parce qu'on s'en fout qu'il bosse une heure. On s'en fout qu'il bosse toute une nuit. Ce qu'on veut, c'est que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'un bon prix de vente? Le premier critère, pour moi, c'est vivre dignement. Si vous êtes capable de vous verser un salaire et que le salaire que vous versez vous convient, c'est pas à moi de décider quel salaire vous devez vous verser. C'est pas à moi de juger si 1000 euros c'est pas assez ou si 5000 euros c'est trop. C'est vous qui devez définir quel est le salaire dont vous avez besoin pour vivre. Donc, première question, c'est quel est votre pitch? Deuxième question, c'est quel salaire net vous voulez? La compétitivité, il faut que vous soyez en accord avec le marché. Mais le marché, c'est pas tous les gens que vous voyez qui sont moins chers que vous. Parce que, en fait, je peux aussi vous présenter des gens qui sont plus chers que vous. Donc la question, c'est entourez-vous des bonnes personnes et idéalement, entourez-vous de gens qui facturent plus cher que vous pour qu'ils vous tirent vers le haut. Donc en accord avec le marché. Et le marché, c'est pas une étude Malte, c'est pas le premier chiffre que vous voyez et c'est pas j'ai discuté avec 10 freelances dans mon métier qui m'ont tous dit non, si les 10 freelances ils savent pas se vendre et s'ils n'ont pas compris qu'ils avaient de la valeur pour leurs clients, bah oui, forcément, vous allez me dire bah, je suis à 400 euros jour, tous les gens que j'ai rencontrés ils sont à 350, je suis meilleur qu'eux. Non, dans votre métier, allez-vous chercher des gens qui facturent plus cher que vous et posez-vous la question de pourquoi. Et peut-être qu'ils ont 2 ans de plus d'expérience que vous, peut-être qu'ils ont une compétence spécifique qui leur permet de facturer ce prix-là. Et bien dans ce cas-là, allez chercher cette compétence pour être encore meilleur. Changez de point de vue. Regardez l'économie réalisée par le client. Connaissez le référentiel prix du client. Si vous facturez à un artisan, je prends le cas d'un plombier, qui lui a l'habitude de facturer 50 euros TTC par heure, ou si vous facturez à un avocat qui a l'habitude de facturer 200 euros hors taxe par heure, la différence, elle est énorme. C'est-à-dire que si vous facturez à un plombier et que vous lui facturez une prestation à 150 euros de l'heure, lui, il va regarder, il va dire, OK, à chaque fois que je lui paye une heure, il faut que moi, je travaille 3 heures pour le payer. Si vous facturez un avocat à 150 euros de l'heure, la même mission, il va dire, moi, il faut que je travaille 3 quarts d'heure pour payer cette prestation. Et donc, oui, peut-être que vous allez plus souvent travailler avec des gens qui ont un référentiel plutôt élevé plutôt qu'un référentiel bas. Et un bon prix de vente intègre toujours une marge de négociation. On est dans du commerce. Si vous n'êtes pas prêt à faire du commerce et à négocier, entreprenez pas. Il y a toujours une marge de négo. Et alors, encore une fois, quand un prospect vient me voir et me dit, Pierre, tu m'as proposé une presta à 10 000 euros et qui me dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme négo? Je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Et là, il va me dire, s'il me dit, ah, je suis prêt à payer 1000 euros, je fais, bah non, t'es gentil, je ne vais pas diviser ton prix par 10, il faut arrêter. S'il me dit 5000 euros, je vais dire, bah ok, mais bah ouais, non, on change le périmètre. On divise la prestation par 2. Et on la fait en 2 fois. Je te fais 5000 euros maintenant, 5000 euros dans 6 mois. Puis si tu n'as pas envie de faire les 5000 euros dans 6 mois, c'est pas grave, on aura fait une première mission. Peut-être qu'il va me dire, est-ce qu'on peut faire un effort parce que tu comprends, à 8000 euros, ça passe.
Alors Thomas, j'ai vu ta question, je la prends juste après. Ta marge de négociation, admettons qu'on te demande de faire 20% d'effort. Donc tu as proposé 10 000, on te demande 8 000. Sur le principe, tu es prêt à accepter 8 000 et de faire un effort. Mais on ne l'accepte pas comme ça. On demande une contrepartie. C'est-à-dire que moi, si je travaille avec vous et que je suis prêt à faire un effort pour aller dans votre sens, il me faut une contrepartie. Parce que sinon, une fois que j'aurai donné sans contrepartie, on va me redemander un truc, puis un truc, puis un truc. Alors en général, moi, la contrepartie que je demande, c'est un paiement plus vite. Je dis pas de problème. On bosse sur une mission à 8 000 euros au lieu de 10 000. Je fais un effort de 20%. Par contre, tu me payes à la commande. Et je commence à travailler le jour où tu m'as viré l'argent. Négociation. Ok, Daniel, Thomas, vous avez la même question. Comment on fait pour négocier quand on passe par un intermédiaire? Alors, solution numéro 1, on arrête de passer par un intermédiaire. Thomas, Daniel, je veux bien que vous remettiez votre métier. Solution numéro 2, on apprend à l'intermédiaire à négocier correctement. Solution numéro 3, on laisse l'intermédiaire négocier à notre place parce que l'intermédiaire est compétent et qu'il est capable de comprendre ce qu'il y a sur le marché. Je vais vous donner un cas classique. Moi, je bosse des fois avec des sociétés de services ou avec des agences. Et moi, je leur dis, mon prix jour, c'est ça. Et c'est non négociable. Vous me vendez le prix que vous voulez. Donc moi, je leur dis, par exemple, mon prix jour, il est à 1800. Si vous voulez me facturer 10 jours chez un client, je vais vous facturer 18 000 euros. Vous le vendez au prix que vous voulez. Si vous voulez le prendre à 1800 et pas prendre de marge, c'est votre problème. Si vous voulez faire un x2 et me vendre à 4000 euros, c'est votre problème. Et si vous ne savez pas me vendre à 4000 euros, c'est votre problème aussi. Donc, le sujet sur l'intermédiaire, c'est soit on quitte l'intermédiaire et on fait en sorte d'être en direct, soit on se dit, bah attends, il y a un moment, il abuse, il faut, voilà. Et puis après, on se pose la question du nombre d'intermédiaires, entre autres dans le monde des ESN et des grands comptes et du monde de l'informatique. J'ai croisé des intermédiaires, d'intermédiaires. Il y a un moment, je leur dis, juste, stop, en fait. Voilà. Moi, on m'a déjà dit, j'ai eu le cas chez Veolia. Les acheteurs m'ont dit, Pierre, ta boîte, elle est trop petite, on ne peut pas te référencer. Je dis, pas de problème. J'appelle le chef de projet et je lui dis qu'on ne peut pas faire le projet ou c'est vous qui le faites. L'acheteur, il joue son jeu. Il joue sa partie. Connaissez ses règles du jeu. Posez-lui des questions. Et ensuite, mettez-le juste face à ses responsabilités. Je lui dis, pas de problème. J'ai une boîte trop petite, on ne peut pas bosser ensemble. Veolia ne peut pas contractualiser avec moi. OK. Donc, en fait, on ne peut pas faire le projet. Comme on ne peut pas faire ce projet, je ne vais pas vous facturer. Donc, ce n'est même pas une question de prix. Donc, ce que je vous propose, c'est qui est-ce qui appelle le chef de projet pour lui dire qu'on ne fera pas le projet? Et là, j'ai mis l'acheteur dans une situation qui est ultra mal. Parce qu'en fait, lui, son boulot, c'est de négocier avec moi et de contractualiser. C'est pas de décider si le projet se fait ou pas. Parce que le projet, il a déjà décidé qu'on allait le faire et on a déjà décidé qu'on allait le faire avec moi. Donc, j'ai juste renvoyé dans sa réalité. Et je lui ai dit, ton boulot d'acheteur, c'est de faire en sorte que ce soit possible. Débrouille-toi. Mais je lui ai pas dit comme ça. Je lui ai juste dit, appelle le client. Voilà. Donc ça, c'est des choses classiques avec les acheteurs. Il faut avoir l'habitude. Alors, j'ai l'autre cas d'un acheteur chez un grand compte international. Une énorme boîte dans le transport. Et j'ai eu le chef de projet, on s'est mis d'accord sur la mission, une mission de 42 jours de conseil. Et moi, j'avais annoncé un TJ à 1800, en sachant très bien que je ne vendrais pas à 1800. Donc, j'ai inclus une marge de négo, une grosse marge de négo. À l'époque, je facturais à 1200 euros jour. Sauf que mon client, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit 1800 sur 42 jours d'accompagnement. Je discute avec l'acheteur. L'acheteur me dit, on est très intéressé par ce que vous faites. Je dis, bah, je savais déjà, en fait, j'ai discuté avec le donneur d'ordre, donc je lui ai rappelé que c'était un acheteur et que ce n'était pas le donneur d'ordre. Ensuite, il me dit, bah oui, mais on aimerait bien bosser avec vous, mais on a eu d'autres propositions et elles ne sont pas au même prix. Je fais très bien, elles sont à combien? Il me dit, bah vous comprenez, je ne peux pas vous le dire. Je fais très bien, parfait. Là, je lui ai dit, vous savez, si vous avez une offre similaire à la mienne, qui fait exactement la même chose et qui est moins chère, pourquoi vous ne signez pas avec celui qui est moins cher? En fait, ils n'avaient personne en face. C'était de la négo. C'était juste, ils tentaient le truc. Et après, il m'a dit, oui, oui, et puis vous savez, les consultants seniors, on a l'habitude de les payer dans nos grilles 8 ou 900 euros jour. J'ai pas de problème. Alors déjà, là, il me propose 8 ou 900. Donc moi, je rebondis sur le 900, pas sur le 8. Je lui dis, pas de problème. Donc vous me dites qu'en fait, vous êtes prêt à me payer 900 euros jour et pas 1800. Mettez-moi à votre place. Mettez-vous à ma place. Vous me demandez de diviser mon prix par 2. Vous imaginez que je vais accepter? En fait, je le mets dans une situation qui est intenable et je joue avec lui tout comme il joue avec moi. Il faut savoir qu'il est revenu à la charge des dizaines de fois avant de me lâcher le prix des 8 900. Puis il m'a redit, oui, mais on a un concurrent qui nous a proposé une offre à 900 jours.
Puis là, je savais que c'était du bullshit. Il s'est remis sur le chiffre que je lui avais donné. Et là, je lui ai redit. Mais vous savez, si vous avez quelqu'un d'autre sur le marché qui vous propose la même offre que moi à 900 jours, mais signez chez lui. Attention, soyez sûr que c'est la même offre. Puis à un moment, j'ai fini par lui dire un truc qui est magique. C'est, vous voulez combien? Il m'a dit, je crois que si on le fait à 1200 ou à 1300, ça va passer. Là, j'ai pris le chiffre le plus gros qu'il m'a donné. Je lui ai dit, OK pour 1300. Parce que psychologiquement, c'était au-dessus de la limite que je m'étais donnée, qui était à 1200. Limite qu'il ne connaissait pas. Et il y a un moment, quand vous abattez vos cartes, il n'y a aucun moment, c'était à moi de donner un nouveau chiffre. Moi, j'avais déjà donné un chiffre, 1800. J'ai commencé les enchères à 1800. Et lui, il essaye de descendre. Il a descendu à 900, je lui ai dit non. Il a continué à négocier et le seul chiffre qu'il m'a donné entre les deux, c'est 1300. Et en fait, je lui ai posé des questions et la discussion a bien duré 45 minutes. Et j'ai joué avec lui. Et je lui ai dit à un moment, vous savez, si c'est pour le faire à bas prix, je ne vais pas faire la mission. Et lui, il a un problème, c'est qu'on lui a donné l'ordre de négocier avec moi et de contractualiser avec moi. Et je le sais très bien, c'est un acheteur. Donc l'acheteur, il a dans sa manche qu'il est payé pour négocier et qui sait négocier, alors vous ne savez pas forcément négocier, parce que vous n'avez pas l'habitude de négocier. Et vous avez dans votre manche que vous pouvez ne pas faire la mission. Alors forcément, si vous montrez que vous êtes mort de faim, on fera ce qu'on veut avec vous. Mais moi, je lui ai dit, on ne fait pas la mission. C'est pas grave. J'ai d'autres clients. J'ai pas besoin de vous. Alors forcément, je ne l'ai pas dit comme ça, on le fait de manière intelligente. Stéphane, tu sais, dans ces conditions, tu peux même essayer de renégocier ton honoraire ou annuler la mission. Oui, Cynthia, sur ton TJ, là, quand on s'est rendu compte que tu essaies à 100 € jour, je t'invite à renégocier le cadre. Voilà. Et là, maintenant, sur le long terme, je verrai avec lui. Je ne vais pas trop stresser dessus. Non, crée une relation, Cynthia. Crée une relation avec ton contact et fais en sorte que ça se passe bien. Que faire quand le client demande des prix plus bas quand il revient souvent ou a commandé plusieurs services? En fait, ouais, voilà, Soria te donne une partie de la réponse quand ton client il est satisfait. Moi, un client qui revient régulièrement, au lieu de baisser mon prix, je vais lui offrir des choses que je ne peux pas lui offrir d'autres. Moi, j'aime bien l'approche under promise, over deliver. C'est-à-dire que je promets à mon client 10 jours sur un périmètre, je l'accompagne et je l'aide à solutionner un problème. Et au lieu de lui dire je vais te faire 10% sur mon prix jour, je préfère lui apporter un peu plus de valeur qui n'était pas dans le contrat. De lui donner un coup de main sur un sujet similaire et de lui montrer qu'en fait, le fait qu'il soit régulier avec moi, en fait, ça paye parce que j'ai envie de m'investir un peu plus avec lui. Et je préfère limite lui offrir une journée de plus, mais sans forcément le mettre dans le contrat en lui disant, tu sais, je te vends 10 jours, je te donne une journée de plus. Non, non, c'est, bah écoute, là sur ton problème, je peux t'aider et c'est en dehors du scope, mais je vais te donner un coup de main. Under promise, over deliver. Plus que, voilà. Après, si ton client te demande des prix plus bas et c'est lui qui fait la démarche, dis-lui, OK, commence toujours par dire, j'entends, pourquoi et combien? Cher client, comment tu justifies que tu me demandes des prix plus bas? Alors que tu as payé une prestation que tu as payée à 1000 €, tu me demandes la même, moins cher. Alors déjà, c'est combien moins cher? Peut-être qu'il va te dire qu'il a estimé qu'il a payé trop cher. Et tu dis, mais OK, alors pourquoi? Et là, ta question magique, c'est pourquoi? Pourquoi? Et honnêtement, tu peux faire 18 pourquoi. Moi, j'ai l'habitude d'en faire 7 ou 9. C'est-à-dire que je creuse. Pour comprendre quel est le sujet, en fait. Peut-être que, en fait, à force que tu vas creuser, que tu vas lui poser des questions, tu vas te rendre compte qu'en fait, il a juste essayé. Puis qu'il va s'arrêter tout de suite, qu'il n'y a pas d'argument derrière. Et c'est quoi un tarif fidélité? Demande-lui combien c'est. Parce que dans ce cas-là, admettons qu'il veut un tarif fidélité. Tu dis pas de problème. Mon nouveau tarif de cette année, il est 20% plus cher et tu as mon tarif de l'année dernière qui est mon tarif fidélité. Moi, s'il a envie de jouer au con, je suis un peu plus conclu en général. Et l'idée, c'est de le mettre par rapport à sa réalité. Et c'est quoi un tarif fidélité? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, encore une fois, si ton tarif fidélité, c'est de dire, Sophie, j'ai bossé avec toi une fois. Je vais dire n'importe quoi, tu m'as donné la prestation Y. Cette prestation Y, je te promets, je vais l'acheter 18 fois cette année. Par contre, comme je vais l'acheter 18 fois, est-ce que tu peux me faire 10% de réduction? Moi, ça me semble OK, ça me semble correct. Ben moi, Sophie, je te conseille de lui dire, pourquoi pas? Pourquoi pas faire 10%? Par contre, tu lui demandes une contrepartie. Tu lui dis, bah voilà, tu dis que tu vas me commander 18 fois la prestation Y cette année. Tu me fais la commande maintenant et tu me payes upfront. Tu me payes à la commande.
Et dans ce cas-là, sur la totalité de la commande, je te fais 10%. Et là, tu vas avoir deux cas. Tu vas avoir le client qui bluffe, qui n'a pas prévu de te commander les 18 fois, mais qui te fait miroiter un truc. Un contrat qui n'est pas signé est une promesse en l'air. Une promesse de contrat n'est pas un contrat. Et pour vous dire, avec le temps, j'ai pris l'habitude de ne croire qu'un contrat signé, et aujourd'hui, je ne crois qu'une facture payée. Moi, je suis même sur la plupart des contrats maintenant, un client new business qui arrive avec lequel je n'ai jamais travaillé, je lui fais une facture d'acompte. La plupart du temps, l'acompte, c'est 100% à la commande. Et je peux vous dire que 100% à la commande sur une mission à 40 ou 50 000 euros par an, il faut qu'il les sorte. Et je ne bouge pas le petit doigt tant que l'argent n'est pas arrivé sur mon compte. Parce que moi, j'ai des clients qui me disent ah, Pierre, c'est urgent, il faut intervenir. Pas de problème. Paye la facture. Et j'interviens dès que la facture est payée. Ouais, mais comment tu fais pour intervenir demain? Pas de problème. Tu peux payer la facture par carte bancaire ou en mandat CEPA, j'ai tout ce qu'il faut. C'est jamais un problème. C'est que de la prod, de la gestion de facturation. Ouais, mais tu comprends, nous, on paye les factures à 90 jours. Bah, c'est que tu n'as pas vraiment un gros problème, en fait. Tous les prospects à qui j'ai oublié de demander un compte par le passé, à qui j'ai fait un coup de main, à qui j'ai été gentil, coulant, bah, la compte, il n'est jamais payé. Puis vous finissez dans des négos qui n'est pas possible. Alors, Tiffany, tu nous dis, côté négo, ne pas hésiter à négocier avec l'intermédiaire et dire que vous n'accepterez pas en dessous d'un tel prix. Et bien choisir votre intermédiaire. Je suis entièrement d'accord. Attention aux intermédiaires, il y en a beaucoup sur le marché. Et attention, malheureusement, une énorme partie de ces intermédiaires font de la merde et ne savent pas vendre. Je sais que nous refusons des clients qui ne veulent pas payer le juste prix. Un dev full stack à 3 ans, nous disons que c'est à 300, nous disons que c'est pas possible. Ouais, moi, un client qui me demande un dev full stack à 300, je lui dis, parfait, on fait de l'hindou et tu te le gères, mais honnêtement, je te déconseille de le faire parce que c'est pas la même culture et tu vas galérer. Et vous pouvez renégocier. Ça nous arrivait de renégocier, oui. On peut renégocier, surtout quand on monte la valeur. Par contre, quand on négocie, il ne faut pas avoir peur de perdre la mission. Thomas, tu nous dis, ne faut-il pas au contraire faire en sorte de faire payer plus cher à chaque fois qu'on négocie un nouveau contrat avec le même client? Moi, par habitude, un client qui a été récurrent et surtout sur mon TJ qui augmente de 200 euros au 1er janvier, tous les 1er janvier, un client qui m'a commencé une mission quand j'étais à un TJ de 1200, si la mission continue et qu'il n'y a pas un creux de 6 mois ou un creux d'1 an et qu'il me recommande régulièrement des jours, je reste au même prix. Pour moi, c'est aussi ça le prix de la fidélité. Par contre, s'il me demande de réduire, je dis, je ne vois pas pourquoi je réduirais. Mais par contre, j'applique le under promise, over deliver. Si je peux lui donner un coup de main sur un truc qui me coûte quelques heures, voilà. La presse est finie. Je suis preneur de toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, je suis à votre dispo. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Pierre Amelot, je suis serial entrepreneur. Ça fait 17 ans aujourd'hui que j'entreprends. Et je vous donne 2 ressources à la fin. La première ressource, c'est en gros l'article qui va avec la conf que vous avez là, où je vous redonne toute la grille de calcul. C'est un article qui est sur Medium. Donc, c'est le premier lien qui est le lien Bitly, où il y a tout le calcul du TGM pour un freelance. Vous retrouvez toute la grille. Vous pouvez, je vous l'ai expliqué si vous avez pas tout compris de ce que j'ai raconté. Vous pouvez, voilà. Et le deuxième lien, qui est Freelance Serenity, en fait, c'est un MOOC sur en 7 jours. Je vous envoie un email par jour et je vous explique toute ma démarche commerciale pour aller chercher des clients, trouver vos nouveaux clients et comment faire pour leur vendre. En fait, toute la démarche commerciale freelance. Les 2 sont gratuits. Le premier, c'est un article sur Medium. Le deuxième, c'est un MOOC où, en gros, je vous demande votre prénom, votre email. Je vous envoie 7 emails et c'est tout. Voilà. Vous n'avez rien à acheter derrière. Je vous donne tout dedans. Moi, c'est un truc que j'ai appris avec les années. Si c'est un dernier conseil que je peux vous donner, c'est approche open source. Donnez tout ce que vous avez autour de vous et les gens, en fait, vous recommanderont. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher de l'argent chez vous si demain vous êtes en possibilité de me recommander, en fait. Voilà. Et donc, ça ne me coûte pas très cher de vous produire du contenu, de vous apporter de la valeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Daniel, d'avoir participé. Merci Pierre, c'était vraiment hyper complet. Tu as répondu à plein de questions, tu as donné plein de mises en situation, d'exemples. C'était vraiment cool. Donc, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez même parler un peu plus précisément de votre cas, je peux vous inviter sur. Oui. Ah oui, si vous voulez venir en live, venez en vidéo, ça peut être cool. Sophie, merci de me dire que c'est très pertinent. J'essaye de faire le mieux que je peux. Olivier, top. Écoute, top à toi d'avoir participé. Morgane, j'espère que ça t'aura aidé. Je suis ravi à tous. Merci Cynthia, merci Soria, merci Marion, merci Thomas.
C'est quoi ce lien GitHub, Thomas? C'est quoi cette manière de faire de la pub au milieu de ce webinaire? Ou alors tu veux nous montrer quelque chose, je ne sais pas. Faye, avez-vous une idée concernant les technos les mieux rémunérés pour les consultants IT? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un consultant IT, il faut que tu sois plus précise ou plus précis. Après, il y a Coding Game qui a sorti une étude là, il n'y a pas longtemps, sur ça Coding Game. Coding Donc, Game, ok. là, sur justement les technos, les métiers les mieux payés dans l'IT. Je sais que bah, ouais, Java, Node, Python, un peu les technos phares du moment. Ouais, alors regardez bien Paris versus hors région parisienne, regardez bien États-Unis versus Europe, regardez bien Asie versus États-Unis versus Europe, attention à tout ça, regardez bien la taille des boîtes en face. Moi, je connais aujourd'hui des techs qui facturent des techs type dev qui facturent 1500 € au jour. Sauf que ces gens-là, quand je les appelle, j'ai besoin d'un ultra spécialiste sur un point ultra précis et je vais leur acheter 1, 2, 3, 10 journées pour résoudre un problème qui me fait très mal et qui me coûte 100, 200, 300 000 € par an. Donc attention aux moyennes, attention à toutes ces choses-là. Voilà. Et moi, un freelance qui me dirait Pierre, quelle est la techno la mieux payée pour que j'aille faire cette techno-là, je lui dirais c'est une connerie. Si vous êtes entrepreneur ou freelance et que tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent, je donne pas cher de votre carrière d'indépendant. Clairement. En fait, soyez d'abord passionné par ce que vous faites, apportez de la valeur à vos clients, et bien sûr qu'à un moment, facturez le prix juste et que c'est un point important. Mais si votre seule analyse, c'est combien je vais pouvoir facturer à l'année, bah, globalement, des consultants qui facturent bien à l'année, on est capable de sortir entre 300 et 450 000 € par an de facturation. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un choix, c'est d'avoir du temps pour monter d'autres projets. En moyenne, à l'année, je facture 140 000 € en facturant en moyenne 6 jours par mois. Voilà, c'est la moyenne sur les dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai encore un quart d'heure à vous consacrer avec grand plaisir pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Voilà. S'il y en a qui veulent venir en vidéo, venez en vidéo, c'est cool. Oui, n'hésitez pas si certains veulent parler de leur cas et montrer leur tête. En tout cas, encore merci Pierre. C'était vraiment un super webinaire, hyper pertinent, comme certains l'ont dit. Et ce serait un plaisir de refaire avec toi si ça te dit. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On pourra parler de plein d'autres choses si vous voulez. Louis, est-ce qu'on peut demander 600 de TJM dans le sud? Alors, je ne sais pas où c'est le sud, mais moi, mes clients me payent pratiquement 2000 € au jour. Donc, oui, le problème, ce n'est pas le lieu dans lequel tu es. Le problème, c'est combien ça coûte à ton client. Voilà, Sylvain, bah écoute, merci beaucoup d'avoir participé. Donc le TJ, c'est pas un sujet en fait. Le TJ, c'est quelle est la valeur que tu apportes. Et oui, je sais pas si c'était sur un métier tech ou autre chose. Quand vous mettez-moi du contexte, comme je connais pas vos métiers. Tu fais de la QA, automaticien. Bah, la question, c'est combien ça rapporte de faire de la QA ou combien ça coûte de ne pas en faire. Olivier, ta meilleure technique pour trouver des clients sans passer par les intermédiaires. Alors là, je pense que ceux qui sont encore en ligne vont être contents. De l'interview. Le truc magique pour aller trouver un client, c'est d'arrêter de vendre. Ne vendez pas. Allez chercher vos cibles idéales, les industries qui vous intéressent, dans les villes qui vous intéressent, les types de postes qui vous intéressent. Est-ce que c'est les gens qui sont en capacité de vous embaucher? Est-ce que c'est vos futurs collègues? Ça peut être, si vous êtes dev Java, aller discuter avec le CTO, ou si vous êtes dev Java, aller discuter avec d'autres dev Java. La meilleure manière de bon point de vue, alors le bouche à oreille, on ne peut pas commencer une activité, Stéphane, avec du bouche à oreille. Donc tes propres clients qui te recommandent, bien sûr que c'est magique, mais vous ne pouvez pas compter sur bouche à oreille, et même après 15 ans d'expérience. Voilà. Donc Olivier, moi, mon conseil, c'est t'ouvres un fichier Excel ou un fichier Google Doc, un Google Sheet, tu définis la liste des boîtes qui t'intéressent, tu définis le poste qui t'intéresse, par exemple des CTO d'éditeurs de logiciels 50 km autour de chez toi. Ensuite, tu vas chercher leur nom et leur prénom sur LinkedIn et tu les contactes. Et c'est pas salut, je m'appelle Olivier et je veux te vendre mes compétences de dev Java. Non, c'est salut, j'aimerais bien comprendre ce que tu fais dans cette boîte. Est-ce que tu veux bien qu'on prenne une demi-heure pour en discuter? J'aimerais t'interviewer. Et dans l'interview, c'est pas je fais une interview pour essayer de me vendre.
En interview, tu ne te présentes pas. Alors, bien sûr, tu peux dire 2 lignes en disant salut, je suis dev Java, je le fais depuis 10 ans. Mais voilà, du réseau. Et de l'interview, ça marche à coup sûr. Voilà. Stéphane, tu nous parles du bouche à oreille. Je suis entièrement d'accord, le bouche à oreille, mais par contre, ça prend du temps. En sachant que toute la méthode d'interview, etc., les questions types de l'interview, je l'ai mis sur Freelance Serenity. Dans mon cours, tu auras tout, si tu cherches à avoir un peu de structure. Thomas, tu nous dis en allant à des meet-up. Oui, tu peux aller à des meet-up. Tu peux aller à des meet-up, tu peux être conférencier dans un meet-up, et tu peux même organiser un meet-up. C'est le top du top pour être visible, ça. Et Tiffany, tu nous dis ne pas oublier le réseau, demander des recos. Ah oui. Je ne sais pas si vous allez voir certains dans mon profil LinkedIn, vous verrez que j'ai, je crois, une vingtaine de personnes qui m'ont écrit une recommandation. Pour avoir 20 recommandations, j'en ai demandé 200. C'est-à-dire que j'ai 200 de mes contacts qui sont des vrais gens avec qui j'ai bossé. C'est pas juste des recommandations pour me faire plaisir. Et ces 200 personnes, je les ai contactées, j'ai 10% de recos. Bien mettre en avant votre profil, le bénéfice que vous apportez à la boîte. Ouais, alors dans votre profil LinkedIn, vous m'enlevez le mot junior. Vous avez une bio qui n'est pas centrée sur vous, mais qui est centrée sur vos clients ou les missions sur lesquelles vous intervenez. Et la valeur que vous apportez à vos clients. C'est le truc le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez appris des trucs? Est-ce que ça valait le coup de venir et de prendre 1h30 de votre temps? Qui est-ce qui a prévu d'augmenter son TJ à partir de demain? Je pense qu'il y en a pas mal là qui vont se dire ok, je vais me reposer dessus et monter mon TJM, arrêter de me vendre au rabais. Ouais. Nous tous. Si jamais vous avez d'autres questions, je reste à dispo. Si jamais vous me cherchez, je suis sur la communauté Cherry Pick. Tiffany, elle a mon mail si jamais. L'idéal, c'est de m'envoyer un mail si jamais vous avez des questions, si jamais il y a un truc qui vous angoisse, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou si vous voulez qu'on en rediscute avec grand plaisir. Moi, je vous renverrai du coup les slides de ton contact et le lien. Ouais. Voilà, vous aurez les slides, vous aurez la vidéo et vous aurez mon mail, donc je serai à dispo. Morgane, le plus pertinent à mettre dans une plaquette commerciale pour réussir à vendre. Ma première réaction est de dire que je ne connais pas un seul freelance qui a besoin d'une plaquette pour vendre. Ma deuxième réaction, c'est ne parle pas de ce que tu fais, mais parle bien du besoin et du problème auquel tu réponds. Moi, si tu me dis, alors attends, Morgane, j'essaie de remonter dans la discussion pour voir ce que tu fais. Je t'avoue que je ne sais plus. La mode consultante en mode écologique. Ok. Moi, si tu me dis que tu es consultante, c'est pas suffisant en fait. Il faut d'abord que tu me parles des besoins auxquels tu vas répondre dans ma boîte et que tu vas m'aider à corriger des problèmes chez moi. Et parle-moi de ce qui t'angoisse, parle-moi de ce qui te bloque, de ce qui te bloque, de ce qui bloque ton client et de ce qui l'angoisse, et montre-lui que tu as compris. En gros, c'est 3 étapes. La première étape, c'est reformule mon besoin. Et donc pour ça, il faut faire des interviews pour valider le besoin. La deuxième étape, il faut que tu me fasses une promesse. Tu me dis, imagine que demain, on est capable de résoudre ton problème, de diminuer tes coûts par 2, voilà. Et cette promesse, tu me dis pas comment tu le fais, c'est une promesse. Et là, tu m'accroches. Et la troisième étape, c'est, voilà ce que moi je fais pour atteindre cette promesse. Je vous propose qu'on en discute. Voilà. Honnêtement, fais-toi un site internet plutôt qu'une plaquette commerciale. Maintenant, si tu penses que tu peux vendre avec une plaquette, essaye. Ou si ça a déjà fonctionné par le passé, continue. Et globalement, l'erreur, ce serait de faire un site internet ou une plaquette ou un flyer qui soit centré sur toi. Il faut être honnête, vos clients, tous, moi inclus, ils en ont rien à foutre de ce que vous faites. Vraiment, sincèrement. Ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est leur quotidien, leur nombril et les trucs qui les bloquent. Donc, si vous leur parlez d'eux et de leurs besoins, ce sera beaucoup plus facile pour eux de vous aider à rentrer en contact, d'aller les voir et derrière de faire une avant-vente. Mais moi, mon prospect, il n'en a rien à faire de ce que je fais. Et il s'en fout de la manière dont je bosse. Ce qu'il veut, c'est juste qu'on l'écoute, qu'on l'aide à trouver des solutions à ses problèmes. Et ensuite, il va se poser la question de, OK, mais est-ce que Pierre est le bon interlocuteur? Est-ce qu'il me rassure? Est-ce que j'ai confiance? Il veut du résultat. Et puis être pris par la main. Ah oui, et gardez un truc en tête, qui est un conseil que je donne souvent. Votre client, il veut que ça fonctionne. Il ne veut pas forcément que ce soit vous qui le fassiez. Vous avez vu, il y a un chat qui m'accompagne quand je travaille. Votre client, il a envie d'avoir une solution qui est en place. Que ce soit vous qui le faites ou quelqu'un d'autre, la majeure partie du temps, il s'en fout complètement.
Moi, j'en ai qui viennent me voir en me disant Pierre, je suis angoissé, je suis consultant marketing et on me demande d'écrire des mails, je ne sais pas les écrire. Je lui dis ton client, il a besoin que ce soit toi qui les écrive. Bah oui, tu comprends, je suis censé être compétent. Oui, tu es censé en fait lui dire qu'il faut qu'il réécrive ses mails et lui trouver quelqu'un pour écrire des mails. Alors forcément, si tu t'es vendu en tant que dev Java senior et que tu n'étais pas capable de faire du dev, ça va être un problème. Mais ton client, il veut une solution, il veut que ça fonctionne. Il veut que la mission qu'il a signée avec toi, il atteigne un résultat. Il n'a pas forcément besoin que ce soit toi qui fasses le boulot. Et bien sûr que si c'est pas toi qui fais le boulot, il faut être transparent. On se prend encore quelques minutes s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y en a qui commencent à taper, mais qui arrêtent de taper. On a vu Marion commencer à écrire, mais... Ouais. Je vais pas te manger, promis. Ah, Marion, t'as écrit, voilà. Profitez. On a encore 5 minutes, comme ça on prend le temps avec tous les éléments. En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui, d'avoir eu vos questions. Toujours hyper intéressant de pouvoir échanger. Voilà. Juste, j'ai une petite curiosité pour ceux qui sont encore là. Est-ce que vous pouvez me mettre la ville dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous êtes à Paris? Est-ce que vous êtes à Lyon, à Marseille, à Lille? Voilà. Moi, je suis à Lyon, pour ma part. Le Mans, Lille, Paris, Marseille, Bordeaux. Ok. Paris. Cool. Il n'y a personne à Lyon. Bon. Colmar. Je n'avais pas vu passer le Colmar. Non. Et donc, ça a coupé, mais donc il y avait Marion qui disait je réfléchissais au temps passé à la proposition commerciale. Tu passes beaucoup de temps sur ta proposition commerciale, Marion? Et Louis qui me demande quelle est ma durée moyenne de mission. Alors, moi, ma proposition commerciale, je l'ai simplifiée avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon prospect, je valide que c'est un prospect qui m'intéresse dans une industrie sur laquelle je suis capable d'intervenir. Alors, globalement, je suis assez généraliste sur les industries. Et par contre, sur le devis, ce que je fais, c'est que pour pouvoir définir un devis, j'ai besoin de discuter avec mon prospect. Donc, en gros, les questions, c'est t'es qui, tu fais quoi, quel est ton problème, et je vais reformuler son problème. Mais tout ça, je le fais en live avec lui. Je l'ai au téléphone, je l'ai sur Skype, je l'ai en rendez-vous en one-to-one. Voilà. Et je m'assure d'avoir en face de moi une boîte qui a les moyens de me payer, donc une boîte qui va faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, minimum, idéalement au moins 10. Et l'autre chose que je m'assure, c'est que en face de moi, j'ai une personne qui est en capacité de décider. Une fois qu'on a défini ça, je commence à co-créer un plan d'action. Je suis toujours en live. Et en passage, je prends des notes de tout ce qui se dit. À la fin du rendez-vous, je vais envoyer toutes ces notes. Et à ce moment-là, avant la fin du rendez-vous, donc étape numéro 1, découverte du besoin du client. Étape numéro 2, on reformule. Étape numéro 3, je lui propose un plan d'action. Je lui dis, si on travaille ensemble, je propose qu'on fasse action 1, action 2, action 3. Et je l'écris en même temps que je le dis. Et je prends les réactions parce que potentiellement, en face, la personne ne va pas être convaincue. Vous allez me dire, mais Pierre, l'action 2 que tu proposes, en fait, on a déjà fait le boulot. Est-ce que tu peux repartir de ce qu'on a déjà? Et puis là, ma réponse va être, attends, explique-moi ce que tu as déjà. Est-ce que je peux l'utiliser? On creuse, voilà. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, je propose un budget. Plan d'action, budget. Et mon budget, je lui ai proposé avant qu'on sorte, ce qui m'a permis d'avoir une réaction en live. Ensuite, je lui envoie un écrit et je lui laisse 10 jours max. Au bout de 10 jours, je relance si j'ai pas de nouvelles. Et en gros, la personne, je lui dis, on en est où? Tu pars ou tu pars pas? Ou tu as besoin de réfléchir, mais qu'est-ce qu'il te faut pour réfléchir? Mais c'est tout. Une fois que la personne m'a dit, OK, je suis prêt à partir, en fait, j'ai plus qu'à faire un devis formel, qui est un contrat, avec les éléments que j'ai mis dans ma prise de notes. La bonne nouvelle, c'est que ma prise de notes, je l'ai envoyée en sortant du rendez-vous. Donc ma prise de notes, s'il y a des fautes dedans, s'il y a des phrases qui sont mal formulées, c'est pas grave, on s'en fout en fait. On m'a pas demandé de faire une rédaction. On m'a demandé d'avoir un truc qui est clair. La plupart du temps, moi, mon offre, c'est 10 bullet points. Action 1, action 2, action 3, action 4. Pas plus. Pas besoin. Donc, comment je fais aujourd'hui pour définir une proposition commerciale? Je passe entre 1 et 2 heures avec mon prospect et je lui envoie un compte rendu dans lequel il y a tout de ce qu'on s'est dit. Mais en fait, mon offre, je la co-crée avec mon client pendant que je suis en discussion avec lui. Parce qu'en fait, à chaque fois que je lui propose quelque chose, je regarde sa réaction. Et je regarde sa capacité à prendre une décision et à dire, OK, je pense que cette action elle est pertinente ou pas.
Louis, quelle est ta durée moyenne de mission? Moi, je travaille avec une dizaine de clients par an sur des missions qui durent 2 à 4 mois. Pour certaines, plutôt 10-12. Voilà, ma durée moyenne, je dirais 6 mois, je pense, peut-être 8. Et voilà. Marion, tu me dis, par exemple, pour la création de site Internet, est-ce que c'est plus rentable d'avoir une offre déjà standardisée? Mon offre standardisée, elle est dans ma tête, en fait. Je connais mes différents modèles et je connais mes différents plans d'action possibles. Et ces offres, j'ai pas pris, à un moment, je me suis pas arrêté 10 jours pour standardiser mes offres, en fait. J'ai essayé une fois de faire un catalogue d'offres. Pour être honnête, le jour où j'ai sorti ce catalogue, déjà, j'ai mis des mois et des mois pour sortir un catalogue. Et puis, une fois que le catalogue était sorti, en fait, j'ai jamais vendu une des offres qui était à l'intérieur. Trop rigide, trop compliqué. Donc aujourd'hui, mes offres, elles sont dans ma tête, en fait. Elles sont sur des plans d'action, sur des choses que je peux faire. Et voilà. Sur la création d'un site internet, la question c'est est-ce que le client veut garder le site actuel, est-ce qu'il veut le faire, l'améliorer, qu'est-ce qu'il a comme budget, voilà. Alors pareil, il y a une question magique. Quand je demande à mon prospect combien il a de budget, moitié du temps on me dit je sais pas. Ok. Tu as 2 000 euros, 20 000 euros, 200 000 euros, 2 millions d'euros, 20 millions d'euros, 200 millions d'euros. Je fais exprès. Je prends un chiffre et je multiplie par 10. Et jusqu'à un moment où ma personne en face de moi, elle soit horrifiée en fait. Il faut qu'à un moment, je la choque et que je lui sorte un chiffre qu'elle n'a pas les moyens de se payer. Forcément, quand je bosse avec une boîte qui fait 8 millions d'euros, si je lui demande s'ils ont 2 millions d'euros sur la refonte de leur site internet, la réponse, ce sera non. Et c'est exprès. Le but, c'est qu'à un moment, on me dise Pierre, on pensait mettre entre 20 et 30 000 euros cette année. Ok, j'ai un chiffre, parce que 20 à 30 000, c'est pas 2 000 et c'est pas 200 000. Et c'est pas 80 000 non plus. Donc c'est pour ça que moi, dans le tarif, je m'arrange toujours pour ressortir avec un ordre d'idée et je pousse mon interlocuteur, en fait, je le pousse dans ses retranchements. Je l'oblige à me donner un tarif et un ordre d'idée pour qu'on sache de quoi on parle. Louis, est-ce que faire des petites missions, c'est mauvais? Faire des petites missions, ça te demande d'avoir plus de clients, donc de faire plus de commerce. Est-ce que c'est mauvais? Non, si tu arrives à avoir le volume de clients qui correspond à ton besoin, moi je trouve ça bien. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu peux pas avoir un équilibre entre des missions un peu plus longues et des missions un peu plus courtes? Moi, j'ai des clients que j'accompagne quelques heures ou quelques mois, quelques jours, pardon. J'ai des clients que j'accompagne sur l'année. Voilà. En général, le client, ce que j'essaye de lui proposer, c'est une mission d'accompagnement sur 6 à 12 mois, des fois 18. Et j'ai certains clients, par exemple, je me suis rendu compte avec les années que certains de mes clients, en fait, ils ont besoin de 2 heures de conseil par mois. En fait, ils veulent faire eux-mêmes, ils ont leurs équipes, ils ont juste besoin de quelqu'un pour les aider à structurer leurs pensées. Et dans ce cas-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai standardisé une offre, là pour le coup, où je fais 2 heures de conseil par mois, ou 1 heure de conseil par semaine, ou 1 heure par mois. Et globalement, ce que je leur dis, c'est vous achetez ce volume-là, et derrière, on prend les heures dont vous avez besoin et on avance. Voilà. Sachant qu'il est 19h31, qu'on avait promis de finir à 19h30. Est-ce qu'il y a une dernière question? Absolument. Est-ce que voilà, vous êtes encore 18 à être là, donc c'est top. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit mais j'ai pas osé poser ma question? Allez-y, c'est le moment. Au pire, si vraiment vous êtes timide, vous avez mon adresse email, vous allez la voir. Ouais, je vais tout envoyer. Vous allez la voir, je peux même vous la mettre là en fait. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat pour ceux qui sont encore là. Et puis sinon, vous l'aurez par mail. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. C'était cool de participer et d'avoir joué le jeu, d'avoir posé plein de questions. C'était top. Merci. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger à l'occasion. Voilà. Si vous êtes sur LinkedIn. On peut te réinviter, Pierre. C'était vraiment un super moment. Alors, je vous invite à envoyer un mail à Tiffany avec tous les sujets de webinaire que vous vouliez. C'est ça. Et Tiffany, elle est en train de collecter, je sais qu'on en a déjà discuté là depuis quelques mois, tu es en train de collecter un peu les différents sujets de la communauté. Donc, si demain il y a des sujets, voilà, Tiffany, je t'invite à m'envoyer une liste de sujets par mail et on prendra le temps d'en discuter tous les deux et puis de voir ce qu'on peut faire pour un nouveau webinaire. Ça marche. Donc, ouais, voilà. Moi, je vais vous envoyer les infos, les slides et le contact de Pierre et en échange, dites-moi sur quoi vous voulez qu'on fasse les prochains webinaires. Et encore merci à tous d'avoir été là. Merci à toi, Pierre. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon appétit sûrement pour la plupart aussi. Et bonne fin de semaine. Bonne soirée, prenez soin de vous. À bientôt.